On a le plaisir de commencer, finalement, avec 31 minutes de retard. C'est vraiment très très léger. J'avais prévu 10 minutes de retard, on est presque dans le temps, c'est parfait. Merci déjà à tout le monde d'être venu. Vous êtes déjà 4 ou 5 fois plus nombreux que les personnes inscrites, donc c'est impressionnant. Merci beaucoup, vraiment. Je sais ce que ça fait, la pluie, l'hiver, les examens, les mémoires à écrire. Vraiment, j'apprécie beaucoup de la présence de chacun et de chacune. On apprécie, toutes et tous. Bienvenue à la table ronde qu'on organise ce soir sur le sujet de l'alimentation végétale et du sport qui s'appelle « Véganisme, le corps au service de la cause animale ». C'est nous ensemble qui avons inventé ce titre merveilleux. Vous pouvez nous remercier tous. Voilà. Du coup, avant de commencer, on tient à remercier Oba qui nous ont mis à disposition cette merveilleuse salle, un forum. Et du coup, si vous voulez les remercier ici, n'hésitez pas à boire, encore boire et manger un tout petit peu aussi. Ça peut être sympa. Je suis en compagnie de Selim, du campus animaliste. On peut commencer par là. Voilà, nous sommes Selim et Adelina du campus animaliste, avec Astrid Prévost et avec Corentin Lagalarde, qui ne sont pas du campus, mais c'est pas grave. En fait, c'est juste une question de restriction d'âge, c'est tout. En fait... Désolée, je suis une humoriste vraiment terrible. Mais voilà, on s'est retrouvés ensemble ce soir à l'initiative de Marion, qui est parmi nous, qui nous a lancé il y a 3 mois « Ah ouais, mais ça m'énerve, le milieu sportif et tous les stéréotypes qui circulent autour de l'alimentation végétale, c'est plus possible. » Et au campus animaliste, plus précisément au pôle formation du campus animaliste, on s'est dit « Oui, effectivement, c'est du n'importe quoi. » Donc, on va organiser une table ronde sur le sujet. Et c'est comme ça que ça a commencé. Derrière cette remarque de Marion, on s'est rendu compte d'une réalité. C'était le fait que dans le débat politique, souvent, il y a des gens qui nous reprochent notre image de personnes faibles, le visage un peu blême des véganes. C'est normal aussi qu'ils le fassent parce que sinon on est vraiment impeccable sur tous les autres sujets du débat politique et ils ne peuvent que s'attaquer à notre image. Donc on se retrouve ce soir vraiment pour revendiquer notre image et pour voir comment la question de l'alimentation végétale s'inscrit dans le débat politique et comment le choix de l'alimentation végétale, en fait, c'est un choix politique. Une petite précision, au campus animaliste, qui est l'association de jeunesse du parti animaliste, comme vous le savez très bien, on n'est pas nécessairement vegan et végétarienne. Mais dans les faits, c'est souvent le cas de beaucoup d'entre nous. Et je pense que chacune d'entre nous a déjà rencontré ce genre de situation. Comme moi hier avec ma sœur, je me plains comment je me sens fatiguée. Elle me dit oui, c'est parce que tu es végane. Et ça vient d'une personne qui est quand même sensible à la cause animale. Je lui dis non, c'est parce que je ne dors pas. Elle me dit non, c'est parce que tu es végane. Ok, ça tombe très bien parce qu'on a la table ronde demain soir et justement, on va chercher à répondre à ce genre d'objections ce soir. Donc, la table ronde va se dérouler en 2 temps. Il y aura une première partie qui va porter plus sur les questions d'alimentation végétale et de sport et justement, on va essayer de remettre bien en place tout ce qu'on sait sur le sujet, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de malentendus sur cette question-là. Et après, dans une deuxième partie, après la pause, on va observer plus la dimension sociale et plus comment le corps vegan s'inscrit dans une lutte sociétale. Plus précisément, on va essayer d'avoir notre première partie jusqu'à 19h10.
Ouais, ça nous va. On va essayer. Jamais. D'accord. Après, on aura un petit quiz préparé par Céline. Et après, il y aura aussi notre pause musicale assurée par Nico, qui est juste là et qu'on remercie beaucoup. Après une petite pause café, clope, toilette et compagnie. Ensuite, la deuxième partie, ensuite toutes vos questions et ensuite une conclusion et après on sera bien. Juste pour présenter nos intervenantes, on a Astrid Prévost qu'on remercie vraiment d'être ici ce soir avec nous. Astrid qui a un BTS en diététicienne et qui est aussi chargée de mission à VG Cantine pour l'Association végétarienne de France. Et Céline, je peux te laisser présenter Corentin. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je donne la parole finalement. Oui. Corentin, coach sportif et spécialiste dans la nutrition végétale. Merci d'être venu à cette table ronde. Et on va vous laisser vous présenter. Merci beaucoup. Déjà, merci infiniment pour l'organisation de cette table ronde. Je pense que c'est hyper intéressant et que même si c'est des choses qu'on sait très souvent en tant que végane, il y a souvent besoin de les répéter parce que les gens nous posent les mêmes questions et c'est bien d'être bien armé aussi en termes d'arguments pour savoir quoi répondre. Et donc moi, pour me présenter, je m'appelle Astrid, je suis nutrithérapeute et je suis encore en train de passer le BTS diététique. En fait, la nutrithérapie, c'est une discipline qui n'est pas reconnue officiellement et donc j'ai voulu passer le BTS diététique pour avoir ce côté officiel. Ce qui est très dur en France parce que même dans les professions de santé et donc même dans ce fameux BTS diététique, il y a encore énormément de préjugés à l'encontre des alimentations végétales. Et il y a notamment une épreuve qui s'appelle technique culinaire qui en gros est de la cuisine qui nous force à cuisiner des produits d'origine animale, ce que évidemment j'ai refusé de faire. Et donc là, voilà, je suis sur tout un processus de recours par rapport à ça. Donc voilà, je n'ai pas encore validé mon BTS diététique, mais Inch'Allah, l'été prochain, ce sera fait. Et avec un recours qui, je l'espère, sera couronné de succès parce que ça pourrait changer les choses au niveau, au niveau politique, entre guillemets, dans le sens où ça pourrait faire en sorte, si ça fait jurisprudence, que les élèves, à l'avenir, ne soient plus obligés de cuisiner des produits d'origine animale pour le BTS diététique. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Donc, Corentin Lagalarde, coach sportif. J'ai mon brevet d'état d'éducateur sportif, de prof de tennis à la base. Et surtout, en fait, donc je suis pas spécialiste de la nutrition végétale, mais je suis un grand passionné de la nutrition végétale, surtout depuis que je suis végane, évidemment, parce que je suis vraiment complètement accro, en fait, à comment fonctionne le corps humain. Je trouve que c'est vraiment une machine qui est incroyable et qu'on sous-exploite et qu'on sous-entretient au quotidien et qui pourrait aujourd'hui, d'un point de vue santé, d'un point de vue sociétal, pourrait être vraiment un levier incroyable pour régler beaucoup de problèmes qu'il y a dans nos sociétés aujourd'hui. Et voilà, donc c'est toujours un grand plaisir de pouvoir échanger sur ces différents sujets qui sont finalement tous autour de la bienveillance. Merci beaucoup. Donc, la table ronde va commencer. Imaginez ça, officiellement, cette fois-ci. Et comme promis, on va commencer par la première question qui était sur le visuel, que vous avez sûrement remarqué. On vous a promis qu'on va entrer dans cette table ronde par la question « On a toujours mangé de la viande ?» Du coup, on a toujours mangé de la viande. Est-ce vrai? Est-ce que c'est un argument pour continuer à le faire? Merci. Alors, moi, j'aurais pas mal de choses à dire sur la question. Je pense que Corentin va les compléter ensuite. Mais donc, je pense que cette remarque qu'on nous fait souvent, on a toujours mangé de la viande, dans la tête des gens, ça signifie on a toujours mangé de la viande comme on le fait actuellement.
Et alors, certes, les humains ont mangé de la viande depuis très très longtemps. Maintenant, ce n'était pas du tout les mêmes consommations. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que la viande et les produits d'origine animale n'ont jamais été la base des alimentations humaines, sauf depuis notre période moderne en Occident. Si on revient un petit peu sur cette idée-là, donc aux différentes périodes de l'histoire, notamment au moment de la préhistoire, les premiers hominidés avaient un régime qui était majoritairement frugivore, au final comme les grands singes, et ils mangeaient effectivement quelques charognes ou quelques petits animaux comme des lézards, des rongeurs, mais physiologiquement déjà, on n'est pas des chasseurs. Physiologiquement, avant l'invention des outils, on n'était pas du tout équipés pour aller chasser des gros animaux. Après, ça s'est développé petit à petit, et donc l'humain a intégré un peu plus d'aliments animaux dans son alimentation. Mais si on regarde ce qu'on appelle les peuples premiers, parmi tous les peuples premiers, l'alimentation est majoritairement végétale. Sous les latitudes tropicales, les alimentations des peuples premiers étaient à 80, 85, 90% d'origine végétale. Donc certes, il y avait un apport d'origine animale, mais qui était moindre. Il y a un livre qui est hyper intéressant qui s'appelle Histoire de l'alimentation végétale, qui n'est pas du tout pro-vegan. C'est un livre qui a été écrit dans les années 30, donc voilà, la question n'était même pas d'actualité, entre guillemets. Ça a été écrit par un botaniste qui s'est attaché à recenser tous les aliments d'origine végétale à travers le monde. Et il montre que parmi les peuples qui habitaient dans le Grand Nord, donc au-delà du cercle polaire, même parmi ces populations, il y avait plus d'une vingtaine de plantes comestibles qui étaient consommées. Donc 20 plantes comestibles, je pense que c'est plus que ce que la majorité des gens aujourd'hui connaissent. La majorité des gens, je pense qu'aujourd'hui, mis à part le riz, les pâtes, les tomates et la salade, notre répertoire alimentaire est très pauvre au final. Donc voilà, je pense que pour répondre à cette question, on a toujours mangé de la viande, c'est intéressant de se remettre aussi dans ce contexte et de se dire que la richesse végétale est vraiment quasi infinie. Donc dans ce fameux livre Histoire de l'alimentation végétale, on voit qu'il y a plus de 700 plantes alimentaires. Si on prend les sous-espèces, ça va jusqu'à 10 000 plantes alimentaires qui sont recensées. Donc voilà, cette question du « on a toujours mangé de la viande », oui, certes, les humains ont mangé de la viande à travers l'histoire. Maintenant qu'on sait faire autrement, je pense que ce n'est pas forcément un argument pour continuer à le faire et certainement pas pour avoir les produits d'origine animale comme base de l'alimentation comme on le fait aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux compléter. Je pourrais juste rajouter que voilà, la phrase de « on a toujours fait comme ça a toujours été comme ça », en fait, ça permet de faire des raccourcis qui sont très simples et surtout voilà, de pouvoir entretenir quelque chose qui nous fait plaisir à l'instant T, mais qui est, une fois de plus, comme tu viens de le dire Astrid, quand on cherche réellement, quand on s'intéresse réellement, on se rend compte qu'en fait, ce ne sont pas des choses qui sont prouvées, et même au contraire, et même à cette époque-là, où comme tu le disais, avant l'arrivée des outils, avant l'arrivée du feu, c'était vraiment que occasionnel. Même dans des populations dans le Grand Nord où on se disait que non, il n'y a pas de plantes qui poussent ou autre, comme tu viens de le dire, on se rend compte que ces populations-là avaient quand même une forte consommation de produits d'origine végétale. Et donc voilà, on se rend compte uniquement que on a toujours fait comme ça a toujours été comme ça permet juste une seule chose, c'est de maintenir un confort ou de maintenir une donnée à l'instant T, mais qui n'est absolument pas prouvée finalement dès qu'on creuse réellement. Si je peux compléter un petit peu aussi pour parler d'autres périodes de l'histoire, si on revient par exemple sur le Moyen-Âge, c'est une période que j'ai un petit peu étudiée parce que j'ai écrit un article dessus justement sur l'alimentation au Moyen-Âge. En fait, on se rend compte que si on parle de la majorité de la population, notamment la population paysanne, l'alimentation était extrêmement végétale. Alors, il y avait un petit apport d'origine animale, mais en réalité, les animaux sur les fermes, ils servaient principalement comme force de travail. Donc, certes, il y avait de l'exploitation animale, mais le but premier, quand on avait un bœuf, par exemple, le but premier, c'était pas de le manger, c'était d'avoir un animal pour labourer les champs. Et alors, il y avait quelques poules également. Pareil, pour les poules, le but premier, c'était d'avoir des œufs. C'était pas d'avoir tous les jours du poulet sur la table, parce que c'était pas tenable. Et donc là-dessus, il y a un historien qui s'appelle Stéphane Audran, qui est également éleveur, qui a écrit justement sur le sujet et qui explique tout ça très très bien. Et il s'intéresse notamment à la viande de porc. On a cette idée, un petit peu cette image du Moyen-Âge avec tous les jours des banquets et puis voilà, tous les jours de la viande sur la table. Et par rapport à la viande de porc, il explique que c'était pas tenable en fait économiquement et d'un point de vue alimentaire d'avoir de la viande de porc hyper régulièrement parce que les cochons, ça ne sert pas au travail des champs pour le coup.
Et les cochons mangent énormément. Ce sont des granivores, donc il faut les nourrir. Alors soit il faut les nourrir à base de déchets alimentaires, ou bien il faut les nourrir à base de céréales, de maïs, etc. Et les rendements au Moyen-Âge n'étaient pas suffisants pour nourrir les cochons. S'il fallait les nourrir à base de déchets, il explique qu'il aurait fallu, je ne sais plus si c'est peut-être 10 hectares de terre pour nourrir l'équivalent de quelques cochons. C'était juste pas tenable. En fait, les seuls qui pouvaient se permettre de nourrir des cochons de cette façon, c'était les très riches, ceux qui percevaient des impôts, donc les élites aristocratiques et ecclésiastiques. Et donc eux, vu qu'ils percevaient des céréales comme impôts, donc des impôts en nature, ils pouvaient se servir de ces céréales pour entretenir un cheptel de porc et pour manger du porc très régulièrement, etc. Mais autrement, ce n'était pas tellement possible. Et il explique également pourquoi est-ce qu'on a cette image du Moyen-Âge qui est hyper viandard. C'est parce que les seuls témoignages qu'on a, souvent, ça vient des chroniques. Et les chroniques ne s'intéressaient qu'aux élites de la population. Ils ne montraient pas réellement ce qui se passait. Enfin, c'était inintéressant pour eux de montrer ce qui se passait parmi la population générale. Et ces chroniques, ça servait souvent à mettre en avant la personne qu'on décrivait, donc notamment le seigneur dont on décrivait la table, pour montrer que c'était quelqu'un de très généreux, de très puissant, etc. Donc c'est un peu biaisé. Et Stéphane Audran, il explique justement que quand on se base là-dessus pour avoir une image de ce qui se passait au Moyen-Âge, c'est un petit peu comme si plus tard, on imaginait l'alimentation de 2023 en se basant sur la description des repas de l'Élysée lors des sommets internationaux. Enfin, la majorité de la population ne mange pas ce qu'on mange à l'Élysée lors des sommets internationaux. Merci pour ces explications et on va passer à la question numéro 2. En quoi l'apport en protéines est-il différent entre une alimentation à base de viande et une alimentation végétale? Et comment cela peut affecter notre santé? Y a-t-il des dangers? Vas-y, je t'en prie. Merci. Alors, du coup, ça fait plusieurs questions en une question, mais déjà, sur les différences entre les protéines végétales et les protéines animales, je pense que ce qui est important de dire, c'est que un aliment, ça n'est pas égal à un nutriment. Donc au final, quand on prend la viande, ça n'est pas que des protéines. Quand on prend les légumineuses, ça n'est pas que des protéines non plus. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qu'il y a comme autres nutriments qui viennent avec ces aliments. Et dans la viande, il y a beaucoup de graisses saturées. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle les mauvaises graisses, graisses saturées, graisses trans. Et à l'inverse, dans les protéines végétales, il va y avoir des nutriments qui sont très intéressants. Notamment, il y a des fibres qui ont énormément de valeur. Alors, ça n'apporte pas de calories, mais par contre, ça a beaucoup de bienfaits pour la digestion, pour la santé cardiovasculaire. Donc c'est un nutriment très intéressant et ça apporte également des minéraux. Donc là-dessus, c'est ça principalement la différence entre les protéines, les sources de protéines végétales et les sources de protéines animales. Oui, voilà, c'est pour compléter ce que tu viens de dire, en fait, réellement, si on enlève la partie animale, qu'on ait une quantité de protéines qui viennent d'un animal ou qui viennent d'un produit végétal, quoi qu'il arrive, si on regarde que les protéines, l'impact sur le corps sera le même. Mais comme l'a dit très bien dit Astrid, en fait, si vous voulez, on ne peut pas prendre un aliment n'a pas qu'un seul nutriment, c'est tout un ensemble. Et quand on prend cet ensemble-là, quand on regarde vraiment la globalité d'un aliment, c'est ça qui est pertinent avec une alimentation végétale, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a très très peu, voire aucun mauvais côté, mauvais nutriment. Et donc aujourd'hui, si on amène ça, du coup, qui est la deuxième question d'un point de vue santé, et qu'on veut optimiser son alimentation, le végétal surclasse largement les protéines issues d'origine animale par tous les bons côtés qui sont très positifs pour la santé, comme tu l'as dit, avec les fibres qui sont un excellent micronutriment pour renforcer le système immunitaire et se protéger contre plein de maladies. Et surtout, on va éviter d'avoir tous ces mauvais côtés des protéines qu'on peut retrouver d'origine animale avec ces acides gras saturés, comme tu l'as dit, et qui sont à forte consommation des accélérateurs de plein de maladies qui sont du XXe siècle et dont on entend parler depuis des dizaines d'années aujourd'hui. Je ne sais plus si tu as posé la question des dangers éventuels ou pas. Oui. Oui, exactement. Ok. Pour répondre là-dessus, au final, le seul danger qu'il y a réellement, c'est la méconnaissance, parce que les alimentations végétales sont encore très méconnues. Donc, en fait, je pense que les gens ne savent pas forcément adapter leur alimentation
Après, je pense que ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que en soi, une alimentation végétarienne ou une alimentation végane, ça ne veut rien dire dans le sens où ça ne dit pas ce qu'il y a dans l'assiette. On peut très bien manger végétarien ou végane en ne mangeant que des frites et du coca, c'est végane. Ou on peut manger végane en ayant une alimentation très variée avec des légumineuses, des fruits, des légumes. Donc juste dire, quelqu'un qui dit qu'il est végétarien ou qu'il est végane, ça ne dit pas ce que la personne mange. Et pour évaluer un équilibre alimentaire, il faut savoir ce que la personne a dans l'assiette, pas ce qu'elle n'a pas dans l'assiette. Dire juste que qu'on ne mange pas de viande et de poisson, ou pas de produits d'origine animale, ça ne dit pas ce qu'il y a dans son assiette. Et après, pour rebondir un peu sur le côté méconnaissance, le seul vrai danger qu'il peut y avoir, c'est par rapport à la vitamine B12, parce que les gens qui deviennent végétariens et véganes, souvent, c'est un nutriment dont ils n'ont jamais entendu parler. Et ça, c'est un nutriment pour lequel il faut quand même se supplémenter quand on est végétarien et végane, parce que pour l'instant, il n'y a pas de source végétale de vitamine B12 connue à ce jour. Et donc voilà, si les gens deviennent végétariens ou véganes sans se supplémenter en vitamine B12, à terme, ça peut être un problème. Après, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que la vitamine B12, on en a des stocks assez importants dans le foie qui durent plusieurs années. Donc même quelqu'un qui est, mettons, végane depuis 1 an, qui ne s'est jamais supplémenté, ça ne va pas lui créer une carence du jour au lendemain. Et à partir du moment où la personne se supplémente, du coup, ça recrée les stocks et il n'y a pas de souci. Maintenant, si quelqu'un reste végane pendant 12 ans, 15 ans et ne s'est jamais supplémenté en vitamine B12, il y a un risque important de carence. Au-delà de ça, il n'y a pas de danger particulier, en tout cas certainement pas plus que dans une alimentation omnivore. Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. C'est bon là ? C'est mieux. Super. Et justement, en parlant de carence, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez recommander à une personne végane pour que la personne ait un apport en protéines qui serait suffisant? Je répondrai en deuxième, je te laisse répondre pour montrer comment on fait du muscle. Il y a un tips qui est assez simple à pouvoir garder en tête. En gros, on dit que pour maintenir sa densité musculaire, il faut compter 1 gramme de protéines par kilo qu'on fait de poids de corps. Donc pour une personne 70 kilos, consommer 70 grammes de protéines sur une journée sera suffisant pour entretenir sa densité musculaire. Et évidemment, comme on le disait, en fait, la protéine, ça exacerbe énormément de sujets et de polémiques. Mais quand on a une alimentation végétale, mais en fait, dans presque tous les aliments que vous allez consommer, il y a des protéines, que ce soit dans les légumineuses, dans les céréales complètes, dans les fruits à coque, dans les graines. Et donc en fait, dans tous ces aliments-là, vous allez, en les réunissant à différents repas de la journée, vous allez arriver facilement en fait à votre quota de protéines. Et pour des personnes qui souhaitent même avoir un quota de protéines plus élevé, parce qu'on dit que si on veut développer sa densité musculaire, il faut passer à un ratio de 1,5 voire 2 fois les grammes par rapport au poids de corps, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc là, même dans ces cas-là, pour arriver à des 100 grammes de protéines ou des 150 grammes de protéines, pour certaines personnes, par exemple, moi, 1 jour sur 2, c'est quasiment à ce quota-là que je suis, autour de 150 grammes de protéines par jour, quand je suis vraiment en développement musculaire. Et je vous le dis, je les atteins facilement. Donc, vraiment cristalliser le fait qu'une alimentation d'origine végétale ne peut pas être viable d'un point de vue protéines. Déjà, d'une part, c'est archi-réducteur pour le corps humain, qui est une machine incroyable. Donc, ça serait si le corps, pour fonctionner, avait uniquement besoin de protéines. Par contre, ce serait bien mieux de commencer à se concentrer sur tous les autres micronutriments dont il a besoin pour être en bonne santé, parce que c'est très réducteur, comme je viens de le dire. Mais deuxièmement, on va avoir des protéines, comme on l'a dit juste avant, qui vont être de meilleure qualité. Et on peut facilement atteindre des quotas qui sont très élevés. Et ça permet une diversification alimentaire qui est juste incroyable. Moi, ce que je rajouterais juste, c'est que, en fait, je pense qu'il faut se détendre sur les protéines. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai. Merci. Non, mais en fait, quand on nous pose cette question, on a l'impression que les protéines, c'est le nutriment dont on a besoin en majorité, sauf que pas du tout. Quand on regarde l'apport énergétique total, donc c'est ce qu'on est censé manger dans une journée, l'apport recommandé en protéines, il est de 10 à 20%.
Enfin, 10 à 20%, c'est pas, voilà, c'est pas 80%, c'est même pas 50%. 10 à 20%, c'est pas rien du tout. Il est faux. Évidemment, les protéines, c'est important, pas juste pour construire du muscle. Là, on a aussi nos enzymes qui sont des protéines. Il y a plein de choses dans le corps qui dépendent des protéines. Mais c'est pas, c'est pas la majorité des choses qu'il nous faut. 10 à 20%, ça s'atteint très bien. Et oui, au final, quand on parle de 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, en plus c'est par kilo de poids de corps, de poids de forme. C'est-à-dire une personne qui est en surpoids ou qui est en obésité, elle n'a pas à manger 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. On va dire, si on est censé faire 50 à 55 kilos, on mange 50 à 55 grammes de protéines par jour. Et vraiment, j'ai envie d'insister sur le fait que des protéines, il y en a partout. Alors certes, pas dans le coca, pas dans le sucre blanc, mais dans tous les aliments, on va dire bruts et naturels, il y a des protéines. Donc pour moi, le plus important, en fait, c'est de manger à sa faim. Le seul cas dans lequel on peut être en carence de protéines, là, c'est pathologique, c'est si on ne mange pas à sa faim. Donc ça peut être soit des problèmes d'anorexie, soit des problèmes, anorexie mentale, soit des problèmes de pathologie type cancer ou autre chose. Mais voilà, c'est ce genre de pathologies-là qui peuvent créer une dénutrition et où du coup, il va y avoir une carence de protéines, mais qui n'est pas liée à l'alimentation végétarienne ou végane. Les personnes qui sont en dénutrition, qu'elles soient végétariennes ou véganes, c'est pas, végétarienne, végane ou omnivore, c'est lié à la pathologie, c'est pas lié au véganisme en l'occurrence. Merci pour cette réponse. Et on va passer à la question suivante. Quelles sont les difficultés pour une personne au régime végétal et qui pratique le sport? Tu peux répéter, Céline, s'il te plaît? Le son du micro est un peu fort, donc on n'entend pas très bien. Alors quelles sont les difficultés pour une personne au régime végétalien qui pratique du sport? Voilà. Franchement, il y a aucune problématique en fait à avoir une activité sportive régulière, à haut niveau, à haute ou faible intensité, avec une alimentation végétale. On a de plus en plus de personnes à très haut niveau qui adoptent ces modes de vie-là, ces modes d'alimentation, parce qu'en général, leur motivation numéro 1 n'est pas forcément animaliste ou vegan, c'est surtout parce qu'on a prouvé scientifiquement que d'un point de vue longévité et pour entretenir son corps, il n'y a pas plus pertinent. Mais donc voilà, il n'y a absolument aucun frein à une alimentation végétale, peu importe votre niveau de pratique, votre intensité, votre récurrence sportive. Et heureusement, parce que comme on le disait juste avant, le corps est une telle machine complexe, ce serait tellement réducteur de penser que ça s'arrête uniquement aux protéines ou à quoi que ce soit d'autre, en fait. Dès le moment où on a une alimentation qui est riche, qui est variée, qui est équilibrée, qui est un maximum avec des produits qui sont bruts, non transformés, en fait, il y a vraiment aucun frein. Et voilà, moi, je le vois dans mon quotidien, je le vois depuis que je suis devenu vegan. J'ai toujours été sportif depuis que j'ai 10 ans. Ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis vegan. Et je ne me suis jamais autant senti en forme. J'ai jamais eu une silhouette qui me plaît autant, un physique qui est pour moi... autant où je peux exploiter autant ce corps dans lequel j'habite au quotidien. Et c'est vraiment ces choses-là qui, moi, me plaisent de pouvoir discuter et d'échanger. En fait, c'est peu importe quels sont vos objectifs, et on ne parle pas là de transformation physique, mais en fait, d'amener ces notions-là à un maximum de personnes pour pouvoir vivre dans un corps et exploiter tout son potentiel pour ne pas avoir des maladies, pour ne pas être emmerdé dès qu'on monte 15 marches d'un escalier, pouvoir profiter de ses petits-enfants quand on est un peu plus âgé. Mais voilà, c'est vraiment juste de rendre à cette belle machine ce qu'elle nous donne pendant un temps. Et aujourd'hui, il y a vraiment trop de choses qui sont encore méconnues à ce sujet-là et qui ne demandent pas d'avoir fait Bac+5 pour pouvoir les appliquer au quotidien et en voir déjà les résultats. Moi, je pense que le plus difficile, au final, comme pour n'importe qui devient végane, c'est souvent la pression sociale ou les préjugés. Parce que j'ai l'impression que, particulièrement dans le milieu sportif, les gens ont l'impression qu'il faut manger de la viande, qu'il faut manger des protéines animales, justement, pour être en forme, pour créer du muscle, etc. Donc, au final, sur la question de la difficulté, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Et du coup, j'ai envie de parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'on a appelé ça, cette table ronde, le corps au service de la cause animale.
Je pense que en fait, quand on devient végane, quelque part, on met son corps, enfin son propre corps au service de la cause animale, dans le sens où on montre que c'est possible de vivre sans exploiter les animaux. Et donc ça, je trouve que c'est un message très fort. Là, dans le milieu de la cause animale, ces dernières années, je pense qu'on entend un petit peu le message, justement, que juste être végane, ça ne suffit pas, qu'il faut militer, etc. Mais au final, je pense que ça reste quand même une forme de militantisme d'être juste végane, parce que c'est se mettre soi-même, vraiment mettre son premier outil d'existence au final au service de cette cause animale. Alors certes, il y a le côté consumériste, et il y a le côté où quelque part on ne fait les choses que via la consommation, mais c'est quand même un message assez fort, surtout par rapport à la société dans laquelle on vit actuellement. C'était super beau ce que tu viens de dire. Je pense que tu t'es rendu compte. Ok, on va sauter de questions parce que le temps nous presse. Du coup, on va partir plutôt sur la question du rapport entre le sport et la nutrition. Et justement, comment le sport peut-il faire partie intégrante de la nutrition selon les recommandations du Plan national nutrition santé? On fait un petit point là-dessus. Donc le PNNS, c'est ça, c'est le Programme national nutrition santé. Donc c'est ce qui définit vraiment les lignes qu'on va, les grandes lignes des recommandations nutritionnelles actuelles au niveau national. Et en fait, le sport fait partie intégrante des recommandations nutritionnelles et ça a été intégré dans la nutrition. Et de toute façon, il y a des liens qui sont intrinsèques entre la nutrition et l'alimentation, dans le sens où si on n'a qu'une super alimentation, mais qu'on est complètement sédentaire, qu'on ne bouge pas du tout, à terme, ça crée des problèmes de santé. Et inversement, si on a une super hygiène sportive, mais qu'on a une alimentation déplorable, à terme, ça crée des problèmes de santé aussi. Donc ça, je pense que c'est important du coup aussi à dire que l'activité physique, alors pas forcément le sport, c'est pas forcément que du sport à haut niveau, ça peut être juste de l'activité physique en gros, mais c'est totalement intégré à ce terme à cette notion de nutrition maintenant. Pour reprendre ce que tu disais, de toute façon, notre espèce est faite de 3 choses fondamentales depuis la nuit des temps. C'est l'alimentation, l'activité physique et le contact avec ses semblables. Voilà, c'est ces 3 choses-là. On est une espèce grégaire, nous sommes des mammifères, donc on a besoin de cette relation avec les autres. On a toujours été une espèce qui a été active. Comme le disait Astrid, on ne parle pas de sport à haut niveau, on ne parle pas d'aller faire les Jeux Olympiques, mais juste de marcher tous les jours. Notre espèce est faite pour être debout, n'est pas faite pour être assise au quotidien. Et quelle est la chose qu'on fait de manière la plus récurrente chaque jour et qui peut avoir le plus d'impact sur sa santé? Forcément, c'est notre alimentation. C'est ce qu'on donne comme carburant à notre corps. Donc dès le moment où vous faites attention à ces 3 choses-là, vous pouvez être sûr que votre santé physique et votre santé psychique, vous lui donnez tous les atouts possibles pour en tout cas être au top de votre forme mentale et physique le plus longtemps possible et pouvoir transmettre ces magnifiques messages qui sont archi bienveillants et qui prônent l'amour de chaque être, de chaque vie et la prise en compte de tous ces individus évidemment. Juste moi j'ai envie de faire un parallèle aussi entre l'activité physique et la nutrition. L'activité physique, on se rend compte que c'est important de faire bouger notre corps, de faire travailler nos muscles, même si c'est quelque chose qui est difficile sur le moment parce que ça demande un effort. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique. Maintenant, pour les personnes en situation de pathologie, on se rend compte que même pour ces personnes-là, c'est important de garder une activité physique et même une activité physique alors importante entre guillemets, donc adaptée à leur capacité. Mais voilà, pour des personnes qui auraient eu un accident cardiaque ou pour les personnes âgées, maintenant, on se rend compte à quel point c'est important de maintenir ces personnes-là actives avec leur niveau, leur capacité, alors qu'avant, justement, on donnait la recommandation de se reposer, de ne pas bouger, etc. Et en fait, plus les personnes bougent, mieux elles récupèrent. Le parallèle que j'ai envie de faire avec la nutrition, c'est que on entend de temps en temps que, mettons, les protéines végétales sont de moins bonne qualité parce qu'elles seraient moins bien assimilées par l'organisme. Pareil pour le fer, qu'il y a une moins bonne assimilation parce que pour le fer d'origine végétale, ça demande une conversion dans les intestins qui n'est pas, ça n'est pas le cas pour le fer d'origine animale. Mais en réalité, le fait de faire travailler notre organisme,
c'est plutôt une bonne chose et c'est quelque chose qui maintient la santé. Si notre organisme est capable de convertir justement ce fer d'origine végétale en fer absorbable, c'est pas pour rien. Pareil pour les oméga 3. Les oméga 3, il y a une conversion qui doit se faire entre les oméga 3 d'origine végétale et ceux qui sont assimilés et utilisables par notre organisme. Notre organisme sait le faire. Mais donc, cet argument de dire que c'est de la moins bonne qualité, entre guillemets, parce que ça demande une conversion, je trouve que ça ne tient pas, parce qu'au contraire, c'est plutôt une bonne chose de faire travailler notre appareil digestif, de faire travailler tout ce système de conversion. S'il est là, c'est que ça sert à quelque chose. Et je pense qu'un petit peu comme pour les muscles, au final, c'est le système musculaire est là pour travailler, pas pour être complètement au repos et sédentaire. Donc notre système digestif et notre système d'absorption est là aussi pour faire ces conversions. Merci pour ces explications. On va passer à la question suivante. Pourquoi les hôpitaux ne sont-ils pas toujours adaptés aux besoins des personnes suivant un régime végétal ? Et quelles solutions pourraient être envisagées ? Alors, dans les hôpitaux, c'est toujours extrêmement compliqué. Alors là, je vais faire la différence entre végétarien et vegan, parce que depuis le 1er janvier 2023, il y a une loi, la loi climat, qui oblige, en théorie, les hôpitaux à avoir une option végétarienne quotidienne pour les patients et pour les personnels soignants. Maintenant, cette loi, elle est très très mal appliquée, déjà parce qu'il n'y a pas eu du tout de communication du gouvernement là-dessus. Il y a encore énormément d'hôpitaux qui ne sont même pas au courant que cette loi existe. Et même quand ils vont être au courant, ça va sûrement prendre du temps avant que ce soit réellement appliqué. Donc je pense que c'est encore... dans beaucoup d'hôpitaux, il n'y a peut-être même pas encore cette option végétarienne quotidienne. Maintenant, vegan en hôpital, je pense que c'est même pas la peine de demander, parce que notamment au niveau des personnels soignants, des médecins, des diététiciennes, il y a encore énormément de préjugés sur la question. Et vu qu'il y a justement cette idée que les protéines d'origine végétale sont de moins bonne qualité, sont moins bien assimilées que les protéines d'origine animale, du coup, ça fait extrêmement peur à beaucoup de personnels de santé. Donc il y a vraiment ce préjugé que c'est pas possible. Alors déjà, d'avoir une alimentation végane et d'être en bonne santé, ou alors c'est vraiment l'exception totale. Et pour des personnes qui, en plus, ça serait malade, alors là, c'est surtout pas. Il faut de la viande. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire sur la question. Et pour les personnes véganes aujourd'hui, je pense que la seule solution, malheureusement, c'est encore de se faire ramener son repas de l'extérieur. J'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus, mais comme tu l'as très bien dit, déjà on est pointé du doigt quand on a une alimentation végétale en se disant oula, il doit être faible, il doit pas lui rester beaucoup de jours à vivre. Donc c'est évident qu'après une opération ou après des grosses pathologies, imaginer qu'on puisse se remettre sur pied avec un tel type d'alimentation, c'est sûr que ça paraît aujourd'hui encore absolument pas faisable. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra avoir ça dans les hôpitaux et qu'on comprendra qu'on va améliorer en fait les chances de guérison et de rétablissement avec justement une alimentation végétale et sans tous les autres parasites qu'il y a dans une alimentation d'origine animale. Et voilà, forcément, la seule solution pour l'instant, c'est évidemment de ramener son tupperware ou de cuisiner avant. Il y a pas le choix, parce que c'est sûr que sinon, vous allez avoir que les pauvres légumes du plateau repas et ça fera un peu léger pour une remise sur pied. Ouais. J'ai juste envie de parler d'une campagne qui me tient à cœur. C'est une campagne qu'on est en train de mener avec l'AVF. En fait, c'est une requête qui se passe à la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais vous expliquer le lien avec les hôpitaux tout de suite. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Cour de justice qui statue par rapport aux droits humains sur les 46 pays, au-delà de l'Union européenne, tout le Conseil de l'Europe. Et en fait, il y a une requête par rapport au droit à des repas véganes et au respect du véganisme qui est en cours. Et donc, ça pourrait affecter les hôpitaux, entre autres choses. Cette requête, elle se base... il faut forcément un cas pour aller à la Cour européenne des droits de l'homme. On ne peut pas juste demander à la CEDH de statuer sur une question comme ça, un petit peu en l'air. Le cas qui a été présenté à la Cour, c'est un ancien prisonnier qui était en détention provisoire pendant 11 mois, qui était végane et qui, pendant ces 11 mois de détention provisoire, n'a pas eu accès à des repas véganes adaptés.
Il y a des jours entiers durant lesquels ils ne pouvaient rien manger parce que même les accompagnements, donc les légumes, les féculents, même ça était mélangé à de la crème, à du beurre, etc. Donc voilà, ça a été extrêmement compliqué et il était en parfaite santé avant d'être emprisonné. Il a des bilans sanguins qui le prouvent et après sa sortie de prison, il était en dénutrition, en carence de nombreux nutriments. Voilà, ça a été vraiment quelque chose de très dur et c'est directement relié au traitement auquel on l'a soumis en prison. Donc il a épuisé toutes les voies de recours et à partir de là, avec son avocat, ils ont amené cette requête à la Cour européenne des droits de l'homme. Et là où c'est intéressant, c'est que la question de fond qui est posée à la Cour par rapport à cette affaire, c'est est-ce que le véganisme est une conviction protégée ? Et si la Cour répond oui, donc là, je précise juste que la CEDH a déjà accepté d'entendre l'affaire, ce qui est une super nouvelle, parce que la CEDH ne prend que 5% des affaires qui lui sont présentées environ. Et donc, si la Cour répond oui à cette question, si le véganisme est effectivement bien une conviction qui est protégée, ça veut dire que ça aura des répercussions, alors non seulement dans les prisons, comme pour le cas de Mathias, évidemment, mais aussi dans les hôpitaux, parce que la situation est similaire, dans le sens où à l'hôpital, on ne peut pas juste se dire tiens, je vais sortir, je vais aller m'acheter un sandwich. Quand on est à l'hôpital alité pour je ne sais quelle pathologie, pour une opération ou plus grave, on ne peut pas juste s'en aller comme ça et puis revenir. Et en théorie, on pourrait s'imaginer que ça affecte également à terme les cantines scolaires, parce que même si les parents n'ont pas l'obligation de mettre leur enfant à la cantine, certains n'ont pas le choix, parce que, soit pour des raisons économiques, soit parce qu'ils travaillent et donc ils n'ont pas la possibilité de revenir chercher leur enfant et de le remettre l'après-midi. Et avec cette question-là, on pourrait se dire également que ça pourrait dépasser le volet alimentaire, puisque le véganisme, ça n'est pas que alimentaire. Et donc là, je pense à l'expérimentation animale notamment. Ça veut dire que si la question est oui, c'est une conviction protégée, dans ce cas, on ne pourrait pas forcer quelqu'un à pratiquer une expérimentation animale, que ce soit un scientifique, un étudiant, un élève pour une dissection. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose c'est une campagne que je trouve extrêmement importante. Et là, du coup, on va vous faire passer un petit QR code. Si jamais vous pouvez donner un petit peu pour cette campagne, ce serait vraiment top. Là, c'est pour financer vraiment le cabinet d'avocats qui défend cette affaire. C'est un cabinet qui est très engagé sur les questions animalistes, alors sur les questions de droits humains en général, et notamment sur les droits des activistes et les droits des animalistes. Donc voilà. Du coup, tu n'aurais pas été... On t'aurait pas imposé de cuisiner des produits d'origine animale? Oui, tout à fait. Si cette requête était déjà passée, j'aurais le droit de ne pas cuisiner des produits d'origine animale. Oui, justement, je trouve que c'est un bel exemple. C'est très bien que tu en parles, parce que ça nous permet vraiment de faire le lien entre l'aspect intellectuel, le travail un peu intellectuel qu'on est en train de faire là, et la vraie mobilisation politique pour voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans la réalité. C'est quelque chose à quoi on tient beaucoup au campus animaliste, justement de faire ce lien entre les deux. Et peut-être juste avant de passer au quiz, on peut faire un petit demander à Astrid et Corentin de faire un petit retour d'expérience. Du coup, Corentin, pour toi, ce serait justement de dire comment ça se passe pour toi depuis que tu es végane, et comment ça se passe pour toi et pour les personnes que tu accompagnes en tant que coach sportif. Alors pour moi personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis jamais senti autant en forme, et voilà, j'ai jamais eu pour moi autant un corps qui est au top de son potentiel. Enfin voilà, j'ai plus du tout d'oscillation d'énergie. C'est vraiment incroyable tous les jours. En termes pour repartir un peu dans les clichés, en termes de construction musculaire, c'est pareil. J'ai mon corps qui a changé depuis que je suis devenu vegan. Donc qu'on ne me dise pas que c'était quelque chose qui était acquis avant, quand je mangeais encore des produits d'origine animale. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est la sensation qu'on a dans son corps. En fait, c'est forcément, pour moi, ça va même au-delà, là, dans ce cas-là, de l'aspect santé et tout, mais c'est le côté d'être en phase avec ses valeurs, en phase avec le monde dans lequel on vit, et surtout de cette prise de conscience, de chaque individu. Et pour moi, aujourd'hui, d'avoir un mode de vie qui prend en compte chaque être vivant, c'est vraiment quelque chose qui fait que tu te lèves le matin et tu es bien dans ton corps, tu es bien dans tes baskets, comme on dit, tu es bien dans ta tête,
t'es en accord avec tout ça. Et d'un point de vue sportif et énergie, comme je le disais, voilà, moi je me suis jamais senti autant en forme. Et enfin, honnêtement, voilà, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de sport aujourd'hui ou autre, mais voilà, les choses que j'arrive à faire aujourd'hui, musculairement parlant, sont vraiment des étapes bien supérieures que le niveau que j'avais avant, même sans parler de performance ou autre. Et pour les personnes que j'accompagne, évidemment, qui ont commencé à transiter vers une alimentation végétale, c'est sûr que les résultats sont incroyables de suite, que ce soit en termes de perte de poids et d'énergie. C'est sûr que c'est un accélérateur qui est vraiment incroyable. En termes de retour d'expérience, moi, ce que je peux dire, c'est que en fait, je suis devenue d'abord végétarienne, puis végane, avant de me spécialiser dans la nutrition. Et en fait, les premières choses que j'ai constatées, alors en devenant végane en particulier, c'est que j'ai perdu du poids alors que je le cherchais pas du tout à ce moment-là. Alors qu'auparavant, je m'étais imposé 10 milliards de régimes restrictifs, machin, etc. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai arrêté les produits laitiers que j'ai perdu du poids et que je me suis vraiment stabilisée à mon poids de forme, mais absolument vraiment sans effort, sans chercher quoi que ce soit. Pour le coup, alors l'arrêt de la viande, ça a pas joué du tout, mais je pense que c'est vraiment, ça m'a montré à quel point les produits laitiers, c'est énormément de graisse saturée, ça crée énormément de rétention. Donc là-dessus, j'ai été assez bluffée pour le coup. Au niveau de mon expérience, retour d'expérience aussi là-dessus, ce que je peux dire, c'est que, donc pour la petite histoire, moi je suis devenue végane en Outre-mer. Je venais d'arriver en Polynésie, j'ai habité là-bas pendant 4 ans. Et quand je suis arrivée là-bas, en fait, il n'y avait rien en termes de véganisme. Les seules choses qu'il y avait, c'était les blocs de tofu blanc insipides. Donc moi, le fait de devenir végane, vraiment, ça m'a forcé à cuisiner, ça m'a appris à cuisiner. Et là-dessus, j'en suis hyper contente parce que pour le coup, alors j'avais un petit peu déjà appris à cuisiner en étant végétarienne, mais tant que j'étais en métropole, j'avais quand même pas mal d'alternatives. Là-bas, j'ai vraiment dû me débrouiller, apprendre à cuisiner par moi-même. Et ça, je trouve que c'est un vrai cadeau au final. Alors, la contrepartie, c'est que quand je suis revenue en métropole et quand j'entendais les gens dire « Ah mais oui, mais c'est compliqué d'être végane parce qu'il n'y a pas assez de choses, etc. » Du coup, ça m'énervait. Honnêtement, j'avais envie de les claquer quand j'entendais ça. Parce que tu dis, attends, quand tu arrives à être végane pour le coup, alors pas sur une île déserte, mais voilà, sur une île en plein milieu de l'océan Pacifique, quand tu y arrives, c'est pas trop compliqué. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà, c'est vrai que sur le côté retour d'expérience, c'est un petit peu ça. Et puis après, j'ai vraiment eu envie de me spécialiser dans la nutrition pour montrer que c'était possible, pour montrer que c'était meilleur, pour répondre aux questions des gens, parce que je voyais que, en fait, il y avait 2 types de personnes auxquelles on fait pas mal face en étant végane. C'est ceux qui se posent plein de questions, et puis ceux qui aimeraient bien essayer de devenir végétarien, végane ou juste diminuer, mais qui ont peur. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Et ce que je vois avec les personnes que je suis amenée à accompagner, c'est ça, c'est qu'en fait 80% du travail, c'est de les rassurer. Le reste, c'est de l'information, mais voilà, c'est vraiment principalement de rassurer. Merci pour ces retours d'expérience et on va passer au quiz. Donc, j'aurais besoin de 2 personnes du public, des volontaires parmi vous tous. Oh allez, c'est parti. Il faut des chaises ? Oui. Merci beaucoup. 1, 2, 1, 2, vous m'entendez ? Salut, comment ça va ? Je suis de retour, mais pas pour jouer un mauvais tour. Alors, vous êtes prêts ? Ça va, je serai. Alors, si je vous laisse vous présenter tous les deux. À vous l'honneur. Bonjour, je m'appelle Béatrice. Enchanté. Plaisir de vous rencontrer. J'ai 22 ans. Je ne suis pas ni végane ni végétarienne. Excusez-moi. Voilà, c'est tout ce qui est important. Bon, vu que c'est à mon tour de me présenter, je me présente. Hakim, sympathisant de la cause animaliste, et je connais quelques membres du parti animaliste qui sont des amis proches à moi.
Du coup, en parallèle, je suis musicien de musique électronique aussi. Et je fais aussi de la handibox actuellement depuis 1 an. Du coup, de la boxe pour passer à la situation de handicap au Levallois Sporting Club et aussi aux Gants du Cœur, du coup, qui sont à Levallois-Perret. Du coup, bah voilà. Et en termes de nourriture, je suis pas pareil spécialement végétarien ou vegan, mais je reste quand même sympathisant. Et je trouve que la bouffe vegan reste vraiment très très intéressante. Merci pour cette présentation très complète. Ah bah, c'est la moindre des choses que les viewers sachent qui je suis. Tout à fait. Bon, on va commencer directement par la question 1. Et on va commencer par toi. Oh. Allez, c'est parti. Combien de litres d'eau sont nécessaires pour produire 1 kilo de viande de bœuf? Petit A. Ah, parce que j'allais dire... Je t'ai laissé un petit temps. Non, parce que moi, tout ce que je sais, déjà de base, c'est que pour produire de la viande, en général, il faut énormément de ressources. Et déjà, des ressources en termes d'eau et surtout en termes de céréales. Et je sais... Alors, je crois que c'était pour 1 kilo de bœuf, il faut 16 tonnes de céréales ou un truc comme ça, ou en tout cas beaucoup. Bah, tu répondras. Alors, je vais te dire. Petit A, plus de 15 000 litres d'eau. Petit B, 2500 litres d'eau. Petit C, 5000 litres d'eau. Et pour le petit D, 1000 litres d'eau. Je dirais la réponse A, je pense. Et c'est la bonne réponse. Ah, je le savais. Je me disais bien que c'était beaucoup. C'était bien la réponse A. Plus de 15 000 litres pour le bœuf. La production de viande de bœuf est connue pour avoir une empreinte hydrique élevée en raison des besoins en eau pour l'abreuvement et d'autres processus liés à l'élevage. En comparaison des sources de protéines végétales comme le quinoa, qui ont une empreinte hydrique beaucoup plus faible, pour produire 1 kg de quinoa, nous avons besoin que de 1000 litres d'eau. Eh ben. Et pour savoir, 15 000 litres, ça fait combien en termes de piscine olympique? Là, je ne saurais pas te répondre. Ah. Je pense qu'une conversion aurait été plus parlante pour les gens. Je vais passer à la question 2. La question 2 est pour toi. Quelle est une excellente source de protéines végétales complètes? Alors, le petit A, le brocoli. Le petit B, le quinoa. Le petit C, la banane. Et le petit D, la noix de coco. Oui, c'est... Quinoa, ce sont les grands, c'est ça? Bah, j'imagine que quinoa. C'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot? Et c'est la bonne réponse. Le quinoa est une graine qui est considérée comme une excellente source de protéines végétales complètes, car elle contient tous les acides aminés essentiels nécessaires au corps humain. Contrairement à certaines autres sources végétales, le quinoa offre une gamme complète de protéines, ce qui en fait un aliment nutritif pour ceux qui suivent un régime végétalien ou végétarien. Ça peut s'appliquer un peu à tout le monde. Donc, voilà. Bravo. On a un partout pour le moment. Ah. Alors pour la question 3, c'est pour toi Hakim. Ok. Quelle est la principale cause de déforestation liée à l'alimentation? C'est un petit peu piège, tu vas voir. Ah. Réponse A, l'exploitation minière. Réponse B, la culture de céréales. Réponse C, l'urbanisation croissante. Et la réponse D, c'est l'élevage de bétail. En vrai, je serais tenté, j'hésite entre la culture de céréales et l'élevage de bétail, mais je pense que ce serait la culture de céréales, parce que comme justement le bétail nécessite énormément de céréales, bah, ça fait que du coup il faut produire toujours plus pour nourrir du coup les animaux. Je partirai sur ça du coup.
C'est votre dernier mot? Allez. Toum, toum, toum. Je valide dans le jingle. Allez, c'est parti. Et c'était la mauvaise réponse. Oh, C'est perdu. mince. C'était l'élevage de bétail. L'élevage de bétail, en particulier pour la production de viande, est la principale cause de déforestation. Les terres forestières sont souvent défrichées pour créer des pâturages ou pour cultiver des céréales destinées à l'alimentation du bétail. Oui, ça peut marcher, mais en fait, ça regroupe un peu les deux, l'élevage, on va dire. Ah, c'était donc pour ça. Parce que je m'étais dit, en fait, je pensais que du coup, quand on parlait de l'élevage de bétail, on parlait de l'élevage seul sans inclure l'alimentation qui était présente dedans. Si on coup, regroupe les deux, donc... Ah bah, c'est sûr que dans ce cas-là... c'est vrai, c'est vrai. C'était un petit peu piège, hein. Ah bah c'est pour ça. Là, j'avoue, je suis tombé dans le piège. Mais qui m'en sortira? Et on va passer tout de suite à la question 4, qui est pour toi. Ah, en plus, elle a l'avantage pour le coup. Ouais. Un avantage d'un point quand même. Quelle est la surface de terre agricole nécessaire pour produire la même quantité de nourriture pour un régime végétalien par rapport à un régime omnivore? Et réponse A, 1200 mètres carrés. Réponse B, 5200 mètres carrés. Réponse C, 500 mètres carrés. Et dans la réponse, il y a une comparaison. Donc, c'est... Alors, je repose la question. Quelle est la surface de terres agricoles qui sont nécessaires pour produire la même quantité de nourriture avec un régime végétalien par rapport à un régime omnivore? Alors, dans le petit A, c'était 1200 mètres carrés. Le petit B, 5200. Et le petit C, 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Et c'est la mauvaise réponse. C'était 1200 mètres carrés. Avec un régime entièrement végétalien, un Français aurait besoin de seulement 1200 mètres carrés de surface pour son alimentation. Tandis qu'une personne avec un régime carné aura besoin de 5200 mètres carrés. Cela signifie qu'un régime végétalien nécessite environ 75% de terres agricoles en moins. Voilà. Donc on va passer à la question suivante. C'est globalement en fait pour une personne. Voilà l'année. Donc on va passer à la question 5. Est-ce que ce sera aussi une question piège? Peut-être. Ouais, ah, décidément. Peut-être. On réserve les meilleures ou les pires questions pour moi, on dirait. Ça dépend du point de vue. Mais j'aime le challenge. Là, c'est plutôt une question qui est en rapport avec des épidémies liées à la consommation de produits carnés. Est-ce que c'est une épidémie connue et plutôt récente ou... C'est une épidémie qui est plutôt connue, ouais, même très connue. Intéressant. Voilà. Je me demande c'est quoi son petit nom. Eh bien, on va tout de suite commencer. Quelle épidémie en Europe, dans les années 1990, a été liée à la consommation de viande? Ah, bon bah... Les petits A, l'épidémie de SRAS. Petit B, l'épidémie de grippe aviaire. Et le petit C, l'épidémie de la maladie de la vache folle. Je veux bien, je répétais la question pour le public. Quelle épidémie en Europe dans les années 1990 a été liée à la consommation de viande? Épidémie qui a touché du coup les humains du coup. Alors, j'avoue que j'ai pas fait d'études de médecine du coup. Dit comme ça déjà, je ne m'y connais pas trop sur le sujet. Mais d'instinct, on avait vache folle, grippe A et... Grippe aviaire, c'était... Et l'épidémie de SRAS. Ah, du coup, la grippe aviaire, c'est pas la grippe A H1N1.
ou autre comme ça. C'est pas du ça. Ok. Vache folle, grippe aviaire et Et SRAS. Euh, Syndrome, syndrome respiratoire aigu sévère. je vais miser sur la vache folle, je pense. Et c'est la bonne réponse. Ah. Bravo. Cette épidémie trouverait son origine dans l'utilisation pour l'alimentation des bovins de farine animale obtenue à partir de carcasses bovines et de cadavres d'animaux. L'épidémie a pris une tournure particulière quand les scientifiques se sont aperçus en 1996 de la possibilité de la transmission de la maladie à l'homme par le biais de la consommation de produits carnés. Effectivement. Donc, la question 6, on est toujours sur les épidémies. Donc voilà. On va parler d'un virus plus connu et plus récent. Un peu plus récent, oui. Oh. Mais ça reste de l'histoire ancienne un peu. Du coup... Quelle épidémie en 2003 a été liée à la consommation de viande de civette vendue sur le marché chinois? Petit A, l'épidémie de la grippe aviaire. Petit B, l'épidémie de la maladie de la vache folle. Et petit C, l'épidémie de SRAS. Merci. C'est grippe aviaire. Et c'est la mauvaise réponse. C'est l'épidémie de SRAS. Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, est la première maladie grave transmissible à émerger au XXIe siècle. L'épidémie partie de Chine en fin 2002 a éclaté au niveau mondial en 2003, faisant plus de 8000 cas et près de 800 morts. L'hôte intermédiaire qui a permis le passage du virus de l'homme est la civette palmiste masquée, un animal sauvage vendu sur le marché et consommé au sud de la Chine. Ça ressemble à quoi, du coup, la civette? Parce que je connais pas du tout ça. Là, j'ai pas d'image pour se donner ça. Voilà, c'est une sorte de fouine blanc et noir. Ouais, bon. Voilà. Je savais pas qu'ils mangeaient ça. Comme quoi, la consommation de produits carnés ne cessera jamais de nous surprendre. Impacte même les êtres humains. Ah, effectivement. Hein. Donc, la question 7, qui est pour toi, Hakim. Quel nutriment essentiel, celle-là c'est cadeau franchement, oh. Ah oui, est souvent cité comme plus difficile à obtenir dans une alimentation exclusivement végétalienne? Je me demande ce que ça pourrait être. Réponse A, le fer. Réponse B, le calcium. Réponse C, la vitamine D. Et réponse D, la vitamine B12. Ah là là, c'est une question difficile. Là. Pouvez-vous redire les 4 réponses? Alors le A, c'est le fer. Le B, c'est le calcium. Et le C, c'est la vitamine D. Et la question D, c'est la réponse D. Réponse D. C'est une question elle toute seule, attention. C'est la vitamine B12. Eh ben, je vais dire la B12 qui est effectivement très difficile à avoir dans un régime vegan, de mémoire. Et c'est la bonne réponse. Celle-là était vraiment cadeau. Hein. D'ailleurs, n'oubliez pas de prendre votre B12. Voilà. Donc, on va passer à la dernière question. En adoptant un régime végétal en France, combien d'animaux pourriez-vous potentiellement sauver au cours d'une vie de 50 ans? Petit A, 100 animaux. Petit B, 500 animaux. Petit C, 5000 animaux. Et le petit D, 10 animaux. 5000. Et c'est la bonne réponse, bravo. En adoptant un régime végétal, vous pouvez sauver la vie de nombreux animaux.
En France, chaque personne consomme en moyenne 87,5 kg de viande par an, ce qui entraîne l'élevage et l'abattage de centaines de millions d'animaux chaque année. En devenant adepte du régime végétal, vous pouvez sauver environ 100 animaux par an. Cela signifie que si vous suivez un régime pendant 50 ans, vous pourriez épargner environ la vie de 50 000 êtres sensibles. Et ça, c'est vraiment très important. On fait une table ronde sur la nutrition, le sport, mais ça a vraiment un rapport avec la cause animale parce que à travers notre façon de vivre, notre alimentation, on a la possibilité d'épargner énormément de vies. Oui. Et c'est très important. Donc voilà, on a fini avec ce petit quiz. Quel est le score final du coup? Égalité. Oh. 3 partout, balle au centre. Il nous faudrait une balle de match. Merci pour votre participation, à vous deux. Mais de rien, de rien. On passe à notre deuxième volet. Vous vous rappelez de notre plan dès le début. On suit le plan, on est bien sage. Bon, on va essayer de casser un peu les codes. On va essayer, hein. Du coup, question un peu ouverte. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète pour militer pour l'alimentation végétale dans notre société aujourd'hui? Alors d'avoir un mode de vie qui du coup soit le plus respectueux et le plus en phase avec tout ça, et ça, on va avoir l'impression de répéter encore ce qu'on a dit un peu avant, mais donc c'est sûr que le véganisme et ou une alimentation végétalienne, en tout cas pour moi, sont là où les réponses les plus pertinentes pour militer. Donc pour la cause animale, évidemment, c'est le véganisme, mais je vois pas, déjà s'appliquer à soi au quotidien, être l'exemple de ces valeurs au quotidien, du changement qu'on aimerait voir dans ce monde. Et pour moi, voilà, d'être vegan aujourd'hui, il n'y a pas choix qui peut être plus fort pour militer pour la cause animale. Après, évidemment, on peut s'impliquer auprès de collectifs, auprès d'associations et donner de la force un peu partout. Mais pour moi, voilà, ça commence par être soi-même irréprochable, si je puis dire. Et en tout cas, voilà, de ne cautionner aucune forme d'exploitation et que dans chacun de nos choix au quotidien, en tout cas, on prenne en compte toutes ces vies, tous ces êtres. Et pour moi, c'est uniquement de cette façon-là qu'on pourra voir émerger des sociétés qui soient beaucoup plus empathiques et soigner beaucoup de problèmes de ce monde actuel. Tu as déjà dit énormément de choses que je pense, évidemment. Donc, je pense que la notion d'exemplarité, c'est vraiment la base. Après, tu citais les engagements associatifs. Je rajouterais également les engagements politiques, évidemment, qui sont hyper importants parce que la politique, ça peut faire changer les choses à grande échelle. Donc, c'est une machine qui est extrêmement lente à faire bouger. Mais en même temps, le jour où ça bouge, ça permet de débloquer les choses de façon hyper rapide, pour le coup, et hyper importante. Voilà, je pense que c'est vraiment la base, et prendre en compte que militer, quand on parle de militer pour l'alimentation végétale, au final, ça regroupe énormément de choses. C'est-à-dire que militer pour l'alimentation végétale, c'est militer pour les animaux, c'est militer pour une planète en meilleure santé, c'est militer également pour les humains, parce que je pense que c'est important de rappeler aussi que, on donne l'image des véganes anti-éleveurs, etc. Mais au final, les éleveurs, ça fait partie des professions qui se suicident le plus. L'élevage, c'est un métier qui n'est pas viable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ultra subventionné, et s'il n'y avait pas ces subventions, ce serait juste, ça n'existerait quasiment pas. Alors évidemment, il y aurait un tout petit peu d'élevage, mais ce serait pas au niveau qu'on connaît actuellement. Donc voilà, je pense que militer pour l'alimentation végétale, c'est aussi militer pour un monde meilleur de façon générale. Et si je peux rajouter une dernière chose sur ce sujet-là, c'est surtout aussi l'alimentation qui est la plus inclusive en fait dans ce monde. Peu importe la religion, les traditions, les cultures, en fait, une alimentation végétale répond absolument à tout le monde et peut convenir absolument à tout le monde. Donc il y a aussi ce côté-là qui est très important et qui n'est en fait qu'un levier supplémentaire pour mettre en avant l'alimentation végétale et donc la cause animale derrière tout ça. Et comment on pourrait faire pour développer justement cette sensibilité chez les personnes qui ne sont pas dans la cause animale?
Je pense qu'ici, Corentin et moi, on a chacun du coup nos outils, donc la nutrition et le sport. Après, moi, je pense que c'est vraiment juste ça, c'est juste des outils. Pareil pour l'écologie, il y a des personnes qui deviennent, qui réduisent leur consommation de viande ou qui deviennent végétariennes ou véganes par la porte de l'écologie. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment... j'ai l'impression que la cause animale, ça doit rester le cœur parce que quand on réduit sa consommation de viande pour l'écologie, il y en a beaucoup qui vont s'arrêter à mi-chemin. Et on peut très bien se dire que si on réduit sa consommation pour l'écologie, si on consomme un animal de temps en temps, c'est pas très grave. Et effectivement, écologiquement, c'est pas très grave. Au niveau de la santé, si je deviens végane mais que je consomme un poulet de temps en temps, ça va pas changer mon taux de cholestérol de façon mirobolante, pardon. Donc, je pense que c'est vraiment la cause animale, la sensibilité des gens, ça doit rester le cœur, et c'est vraiment au niveau de cette sensibilité qu'il faut essayer de réveiller les choses. Souvent, c'est une sensibilité qu'on a un peu anesthésiée parce que quand on mange de la viande, quand on mange des animaux, on peut pas... si on avait conscience de ce qu'on fait aux animaux, on deviendrait dingue. C'est complètement schizophrène ce qu'on leur fait subir. Donc on est obligé à un moment donné de se couper de cette sensibilité. Après, je pense que ce qu'on fait avec la nutrition, le sport ou l'écologie pour d'autres personnes, c'est extrêmement important parce que ça permet de répondre à des questions, de répondre à des craintes, des interrogations. Mais je pense que vraiment le cœur, c'est ça, c'est s'adresser à la sensibilité des gens, oui, au cœur des gens tout simplement, parce que c'est seulement là que les gens peuvent vraiment faire le pas de supprimer totalement, non seulement les produits d'origine animale, mais l'exploitation des animaux, parce que c'est ça aussi la question, c'est est-ce qu'on a le droit de s'approprier le corps des autres ? C'est parce que c'est ce qu'on fait quand on exploite un animal, que ce soit pour l'alimentation, pour l'expérimentation, pour tout autre type d'exploitation, c'est vraiment s'approprier le corps d'un autre être. Et donc voilà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est sûr que de redévelopper cette sensibilité, cette empathie, ça pourrait vraiment soigner un paquet de maux de nos sociétés. Parce que aujourd'hui, même si on ne parle pas uniquement d'exploitation animale, mais c'est vrai qu'il y a une très forte prédation de manière générale dans nos sociétés, que ce soit les hommes envers les femmes, envers des personnes qui sont de couleurs différentes, d'origines différentes. Et de ramener cette sensibilité-là au cœur vraiment de notre quotidien, cette empathie au cœur de notre quotidien, pourrait vraiment régler tous ces problèmes-là, en fait, qui sont bien trop présents dans nos sociétés. Et pour moi, du coup, ça passe avec, par l'éveil des enfants, de tout type de public, mais donc en commençant par les enfants, et c'est ce qu'on fait avec l'association que j'ai créée il y a quelques années. C'était pour aussi avoir un levier supplémentaire pour répondre à cette problématique-là, et en fait de pouvoir leur montrer la beauté du sauvage, la beauté des animaux de rente, comme on dit, d'élevage, et vraiment de leur faire passer du temps au contact de ces êtres qui sont qui sont aussi importants que nous tous. Et voilà, ça passe par ça. Pour moi, c'est vraiment de repartager des moments-là avec ces individus et de montrer la beauté du vivant sous toutes ses formes pour vraiment refaire appel à cette chose qui a été plus ou moins anesthésiée en nous toutes et tous, mais qui est essentielle pour moi dans notre rapport au vivant de manière générale. Ça me fait plaisir que tu parles de ton engagement associatif, justement de ce travail de sensibilisation avec des enfants, des adolescents. Tu me disais que vous faites de la sensibilisation dans des écoles. Tu peux me donner un peu plus de détails ? Oui, après tout va dépendre un peu du type de public qu'on a en face de nous, mais c'est vrai que quand on a un public de type école maternelle, c'est sûr que là on va en fait surtout leur montrer la beauté des animaux sauvages, parce qu'avant d'emménager dans le 92 très dernièrement, j'habitais donc dans le sud de l'Île-de-France, à côté de Fontainebleau, donc on a vraiment une nature qui est encore très riche et préservé, si je puis dire, par rapport à son état originel. C'est sûr que on est loin du compte, mais où en tout cas on a la chance d'avoir des espaces sauvages qui sont très présents, et donc du coup on emmène les enfants en fait, pouvoir observer cette nature, pouvoir observer ces animaux dès qu'on peut avoir la chance de les voir, mais surtout de les prendre en compte en fait, en leur expliquant bien que on fait partie de ce tout, mais que qu'on n'est pas au-dessus de ce tout, et que notre quotidien doit prendre en compte chaque jour tous ces individus, tous ces êtres, et donc cela passe par forcément des choix de consommation au quotidien qui sont différents que ceux actuels, pour permettre
voilà, de respecter toute cette vie et de lutter contre l'effondrement de la biodiversité, mais aussi également de leur expliquer ce qui se cache derrière leur saucisse knacky, quoi. C'est en fait vraiment de montrer tout ce qu'il y a derrière et que le moindre de nos modes de consommation a un impact sur des vies aujourd'hui pour faire en sorte de les respecter au quotidien. Juste si je peux me permettre de rebondir sur ça. Pendant une de nos conversations, en fait, vous avez mentionné tous les deux cette idée de rencontre sans contrainte avec un animal. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus? J'avais envie de parler de ça, justement. Super. Quelque chose que j'ai découvert en fait depuis 2 ans, c'est les sanctuaires. Et je trouve que c'est d'une puissance phénoménale parce que donc, les sanctuaires sont des lieux qui recueillent des animaux rescapés de boucherie et d'exploitation. Et ce sont des lieux qui permettent justement de rencontrer les animaux sans aucune contrainte. Et c'est complètement différent par rapport à ce qu'on peut voir en élevage. Parce qu'en élevage, en fait, les animaux ne se comportent pas du tout de la même façon parce qu'ils ont justement ces contraintes, ces obligations. On les force à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. On les force à être dans tel lieu à telle heure. On les force, pour les vaches, mettons, à être traites alors que très clairement, une vache n'a pas envie d'être traite. Alors que là, en sanctuaire, ils n'ont vraiment pas du tout de contraintes. Et le principe aussi, c'est que quand on va visiter un sanctuaire, c'est pas une ferme pédagogique. Donc, on ne force pas non plus le contact avec l'animal. Si l'animal a envie de venir, a envie de câlin, il vient vous voir. S'il n'a pas envie, il vient pas. Et de remettre ce rapport justement ce rapport complètement vrai entre deux êtres, entre un humain et un animal, ça permet de voir l'animal complètement différemment et de se rendre compte qu'au final, ces animaux, que ce soit les cochons, les vaches, les chèvres, sont pas différents de nos chiens et de nos chats. Alors certes, ils ont des formes différentes. Il y en a qui pèsent 350 kilos, d'autres 600 kilos pour les vaches, alors qu'un chien va peser 15, 20, 30 kilos. Mais au-delà de ça, au niveau de leur intelligence et de leur sensibilité, il n'y a pas de différence. Une vache ou un veau qui veut un câlin va venir et va demander le câlin de la même façon qu'un chien va venir vous voir et va vous demander un câlin. C'est pas différent là-dessus. Alors qu'en élevage, justement, ou en ferme pédagogique, c'est très rare d'avoir ce rapport-là parce que, très clairement, notamment en élevage, les animaux qui ont l'habitude d'être exploités par les humains, ils n'ont pas envie du contact avec l'animal. Et là-dessus, sur les sanctuaires, donc moi j'ai fait du bénévolat en sanctuaire et j'ai travaillé notamment avec un sanctuaire qui aide les éleveurs à se reconvertir. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que les éleveurs eux-mêmes, quand ils sont dans ce processus de reconversion, eux-mêmes se rendent compte de la différence qu'il y a entre leur façon d'appréhender les animaux et les animaux qu'ils voient dans le sanctuaire. C'est-à-dire que souvent, il y a des éleveurs qui, même s'ils aiment, entre guillemets, leurs animaux, en tout cas, ils aiment être au contact des animaux, souvent, ils ont peur quand même, ils ont toujours une appréhension, notamment avec les gros animaux, par exemple avec les vaches, ils ont toujours peur de se faire charger. Parce que vu qu'il y a ce rapport de domination, à un moment donné, l'animal, s'il a la possibilité de se rebeller, ou si juste il n'a pas envie à un moment donné, il va essayer de le faire. En sanctuaire, vu qu'il n'y a pas ce rapport-là, il n'y a pas de raison en fait, que l'animal se rebelle ou quoi que ce soit. Et ouais, j'avais vu ça justement en faisant du bénévolat avec un couple d'éleveurs qui étaient en parcours de reconversion. Il parlait justement de la contrainte et il demandait à la personne de l'association si elle n'avait pas peur à des moments de se faire charger et elle répondait mais non, en fait, pourquoi est-ce que la vache me chargerait si je la force pas à faire quelque chose? Et y a-t-il des possibilités pour les écoles de faire des sorties scolaires justement dans ces sanctuaires? Alors en France, je ne sais pas exactement en France. Je pense que le sanctuaire d'Ari, ça doit être une des missions qu'ils veulent faire. Donc le sanctuaire d'Ari s'appelle le sanctuaire du château. C'est un ami en commun qui a un petit sanctuaire dans la Sarthe. C'est encore en train de se monter, c'est encore en construction, mais voilà, je sais qu'un jour, ça fait partie des missions qu'il faudra remplir. Moi, ce que j'avais vu, c'était en Suisse, au sanctuaire Coexister, dans le canton de Vaud, où effectivement, il y a déjà cette possibilité. Il faut prendre rendez-vous. C'est pas ouvert comme ça, parce qu'évidemment, le but, c'est pas que ce soit un zoo ou une ferme pédagogique, mais il y a la possibilité pour des classes, du coup, de venir, ou des petits groupes d'enfants de venir et puis de rencontrer les animaux, ou des groupes d'adultes, d'ailleurs, aussi. Le temps nous paraît pas mal. Je voudrais revenir sur 2 questions qui me paraissent essentielles. La première, c'est ta mission justement Street
pour les cantines végétales. Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on est et comment ça se passe? Alors en France, il y a encore du boulot. Il y a eu 2 lois qui ont été votées, heureusement. Donc il y a la loi Egalim et la loi Climat. La loi Egalim, c'est celle qui introduit un repas végétarien obligatoire dans les écoles, donc de la maternelle jusqu'au lycée, et ça concerne le public et le privé. Et maintenant, il y a également la loi Climat, donc, dont je parlais un petit peu tout à l'heure pour les hôpitaux, qui concerne la restauration d'État. Donc la restauration d'État, ça va être les CROUS, les armées, les prisons, les hôpitaux, etc. Ça ne concerne pas les écoles, par contre. Les écoles, elles, c'est du domaine des collectivités territoriales. Et donc cette loi climat, elle introduit une option végétarienne obligatoire tous les jours. Maintenant, ça n'est que du végétarien. Tout ce qui est vegan, c'est encore extrêmement compliqué à faire passer, et d'autant plus dans les écoles, dans le scolaire, pour l'instant, c'est même impossible, parce qu'il y a un arrêté qui date de 2011 qui dit que dans le scolaire, il faut forcément minimum un produit laitier par repas. Donc, dans tous les cas, c'est illégal de faire un repas 100% vegan. Après, dans la théorie, ce serait possible pour les écoles de proposer un plat vegan et de mettre le produit laitier sous forme de portion de fromage ou de yaourt. Mais c'est encore très très rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de cuisiniers qui sont formés à la cuisine 100% végétale. Donc ça arrive encore très souvent que le plat végétarien, ce soit un gratin avec plein de fromage dedans. Voilà, en gros, on remplace toute la viande par plein de produits laitiers. Donc au niveau de la restauration collective, il y a encore du travail à ce niveau-là, et il y a encore beaucoup de préjugés et beaucoup de difficultés de la part de un petit peu tous les publics, c'est-à-dire à la fois de la part des chefs qui ne sont pas formés, de la part des parents qui ont peur pour l'équilibre nutritionnel de leur enfant, de la part des équipes pédagogiques, notamment les dames de cantine qui souvent vont faire un petit peu la grimace le jour où c'est le repas végétarien, et donc ça n'incite pas les enfants à aimer le plat végétarien. Donc, il y a encore beaucoup de travail côté cantine. Oui, j'aimerais aussi revenir sur quelque chose que tu disais au début de cette deuxième partie par rapport aux subventions, justement. Pourquoi c'est comme ça? Comment tu l'expliques? D'où viennent les difficultés? Les subventions, donc là, ça concerne plus le côté agriculture pour le coup, mais l'agriculture et l'alimentation, c'est intrinsèquement lié, évidemment. Et on le sait, tout ce qui est produit d'origine animale est ultra subventionné. C'est ce qui permet que ce soit aussi peu cher, d'ailleurs. Et ça, historiquement, ça vient de la PAC, donc la politique agricole commune, qui a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale. Et donc le but, c'était de nourrir les gens, et c'était de faire le plus de production possible. La PAC aujourd'hui, disons qu'elle subventionne énormément l'élevage parce qu'il y a deux types de subventions différentes. Il y a ce qui s'appelle les aides couplées et les aides découplées. Et en fait, les deux participent à la subvention de l'élevage. Les aides, que je ne dise pas de bêtises, c'est les aides découplées, ça dépend du nombre d'hectares que vous avez. Donc en fait, plus vous avez d'hectares, plus vous percevez de subventions. Donc, ça favorise très très largement les cultures avec des grandes surfaces. Donc là, on parle de culture, donc de végétal. Sauf que les très grandes cultures avec des espaces immenses, ça sert majoritairement à la nourriture des animaux d'élevage. Quand vous produisez je ne sais pas combien d'hectares de maïs, le maïs, c'est en immense majorité pour la nourriture des animaux d'élevage. Pareil pour tout ce qui est colza, quand on voit de temps en temps dans la ruralité, quand on passe sur les routes et qu'on voit les champs de colza à perte de vue, c'est majoritairement pour aller nourrir les animaux d'élevage. Donc en fait, donner de l'argent pour ces très grandes cultures, c'est subventionner indirectement, mais c'est quand même subventionner l'élevage. Et après, il y a tout ce qui est aide couplée. Donc ça, quand on dit couplée, c'est que c'est couplé à la production, donc ça dépend du type de production qu'on fait. Et les aides couplées, elles sont très majoritairement également à destination de l'élevage, et notamment à destination de l'élevage bovin, qui est un des plus subventionnés. Et là-dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'avait pas ces aides de la PAC, l'élevage bovin n'existerait quasiment plus parce que c'est un élevage qui n'est pas rentable du tout au final. L'immense majorité des revenus des éleveurs bovins viennent des subventions publiques. Et ça, politiquement, c'est quelque chose qui pourrait changer. Alors pour l'instant, il n'y a pas de volonté politique pour le faire, en tout cas pas du côté des personnes qui auraient la possibilité de le faire. Mais les aides de la PAC, alors c'est en grande partie décidé par l'Europe, mais les États ont quand même largement leur mot à dire sur la façon dont c'est réparti, et même les régions ont des rôles à jouer là-dessus. Donc ça pourrait changer, mais pour l'instant, ce n'est pas au programme.
Et quelle initiative pourrons-nous avoir pour lutter justement contre ça? Je pense que la première chose, c'est déjà de prendre nos responsabilités en tant que consommateurs et consommatrices. Et donc, typiquement, végétaliser son alimentation, voire avoir une alimentation totalement végétale, ça permet d'agir au niveau individuel. Parce que si on ne choisit pas la façon dont les choses sont produites et si on ne choisit pas ce qui se passe au niveau politique, on peut choisir ce qu'on fait, nous, et ce qu'on accepte ou pas de consommer ou ce qu'on refuse de consommer. Donc ça, je pense que c'est vraiment le b.a.-ba. Et puis après, pour les gens qui ont des engagements un peu plus poussés niveau associatif et ou niveau politique, là, c'est essayer de pousser de ce côté-là. Mais après, même au niveau individuel, même si vous n'avez pas d'engagement politique particulier, rien n'empêche d'envoyer un petit mail de temps en temps à son représentant, que ce soit à la mairie, à votre député, à toutes ces personnes-là, parce que tous les politiques sont très sensibles à leur électorat. Donc ça compte aussi, même sans avoir d'encartement particulier. On peut juste envoyer un petit message pour dire bon, je suis sensible à la cause animale et je voudrais si ça. Ça se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais le mot est passé. C'est ça, oui. Nos élus sont très sensibles à leur électorat, comme tu le disais, et les industriels ou quoi qu'il arrive, tous les autres lobbies ou etc. Eux sont très attentifs à comment générer toujours des bénéfices et un chiffre d'affaires. Donc voilà, si demain avec notre consommation, on décide tous de mettre plutôt en avant le végétal plutôt que ce qui est conventionnel pour le moment, forcément les choses changeront. Et ça, c'est pour tous les sujets de consommation en fait. Si demain on est 30 millions en France à ne plus acheter de fast fashion ou autre, c'est évident que ces choses-là vont changer. Donc ça peut s'appliquer vraiment en fait à tous les sujets de consommation qui ont un impact négatif aujourd'hui, que ce soit directement avec l'alimentation sur les animaux, mais aussi donc du coup sur l'environnement avec le textile ou avec l'exploitation d'enfants à l'autre bout du monde, de minorités en fait. C'est vraiment un tout qui est archi important et voilà, pour moi il n'y a pas, et je pense qu'Astrid est d'accord aussi, il n'y a pas plus grand engagement déjà que celui-ci au quotidien en fait, de faire attention vraiment à toute cette consommation qu'on peut avoir qui a forcément les 3/4 du temps un impact et donc de diminuer tout ça. J'ai juste envie d'ajouter la petite phrase bien connue de Coluche et dire que si les gens n'achetaient pas, ça ne se vendrait pas. Oui. Il nous reste très peu de temps. Si vous voulez juste un petit mot de conclusion avant de passer aux questions du public. Juste des remerciements. Voilà. Encore merci de nous avoir invités puis d'avoir organisé tout ça, parce que c'est vraiment très chouette. Tout pareil. Voilà, vraiment, merci à vous toutes et tous d'être là. Merci à Oba, merci au Campus Animaliste évidemment. Et voilà, c'est très important de mettre ces notions-là en avant de plus en plus. Et voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, du sport, une activité, une alimentation et voilà, et l'amour envers toute forme de vie. Et ça pourra qu'être, on pourra que voir après tout ça des sociétés bien plus chouettes. Merci beaucoup à vous encore. Question du public. Allez, qui se lance? La première. Yeah. Alors, merci beaucoup, merci aux intervenants, merci aussi au Campus Animaliste d'avoir organisé cette table ronde que j'ai trouvé très intéressante et qui m'a interpellé sur certains points. Puisque pour information, je suis pas végétarien ou vegan, je me considère flexitarien, dans la mesure où j'ai pas besoin de manger de la viande tous les jours. Mais flexitarien parce que je viens d'une famille d'agriculteurs, d'éleveurs, donc ça m'interpelle sur beaucoup de points. La première question, donc je les ai notées. J'en ai 3, mais je vais essayer de les regrouper. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais en regrouper 2 déjà ensemble. C'est est-ce que vous pourriez nous donner, donc Astrid et Corentin, je sais pas, une sorte de comment dire, pas un planning, mais on va dire petit déjeuner, déjeuner et dîner de ce qu'on pourrait manger pour avoir un apport en protéines, en lipides, en vitamines optimal, basé sur une alimentation exclusivement végétale. Et aussi, ce qui me fait un petit peu, enfin, ce qui me fait un peu peur, mais on va dire qu'en France, surtout au nord de la France, on a l'habitude plus de manger les légumes
cuits. Dans le sud, c'est plus cru avec le régime méditerranéen. Je sais que quand on mange les légumes cuits, ça a tendance à un petit peu... les vitamines ont tendance à s'évaporer ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui pourrait être optimal de ce côté-là aussi, cuit, cru, je ne sais quoi, dans le petit déjeuner, déjeuner et dîner? Si vous pouviez m'aider sur ce point-là. Ok. Pour moi, il faut essayer donc du coup de rendre ça le plus ludique possible. Et donc pour te répondre à ta première question concernant un peu une assiette type, si je puis dire, ça va être assez simple. C'est-à-dire que il va falloir, si on veut, pour avoir l'ensemble des acides aminés et donc répondre à la problématique un peu des protéines, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 sources de protéines qui sont différentes. C'est-à-dire que par exemple, dans ton assiette, dans votre assiette, si vous avez des légumineuses et une céréale complète, ça fait 2 sources différentes de protéines. Vous allez avoir l'ensemble des acides aminés. Il n'y aura aucun souci par rapport à ça et pour votre apport en protéines. Forcément, une grosse portion de légumes. Une portion, idéalement, donc, qui va pouvoir répondre à un apport en oméga 3, donc soit de graines, soit de fruits à coque ou de l'huile vierge pressée à froid, idéalement, exactement, pour répondre aux besoins en oméga. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter à ça? Et évidemment, un fruit de temps en temps. Mais en gros, c'est des assiettes qui sont pas plus compliqué qu'à la normale, c'est juste en fait, une nouvelle habitude à apprendre. C'est-à-dire que c'est 2 produits céréaliers différents, des légumes comme vous en consommez toutes et tous, et des fruits et une source évidemment d'oméga avec, comme je le disais, soit des graines, soit des oléagineux ou voilà, de l'huile d'olive ou d'une autre huile vierge. Tu veux répondre à l'autre ? Juste sur cette question justement de la journée type, je pense que Corentin a très très bien répondu, mais après moi la première chose que j'aurais envie de dire, c'est que ça va dépendre de toi, dans le sens où en fait il faut que ce soit des choses que tu aimes. Après moi je peux te donner par exemple ma journée type, ça te correspondra pas forcément. Après voilà, juste pour donner l'exemple, là en ce moment ce que je mange au petit déjeuner, ça va être du yaourt végétal avec un peu de muesli dedans et puis quelques fruits, plus un café ou un thé avec du lait végétal dedans. Le midi, mettons, ça peut être, là on est en hiver, donc c'est beaucoup des légumes d'hiver, mais pour avoir quand même ce fameux apport de légumes crus, ça peut être un peu de salade ou de graines germées avec un féculent, donc par exemple du riz complet, et puis une source de protéines type tofu ou pois chiche, on va dire. Et mettons le soir une soupe très complète avec plein de légumes dedans, plus des lentilles corail. Et voilà, là ça fait un bon apport pour la journée. Maintenant, quand on végétalise son alimentation, je trouve que le plus important, c'est vraiment de trouver des choses qui nous font plaisir. Et je sais que pour moi, ce qui a été important au début, ça a été de végétaliser mes recettes préférées. Donc, par exemple, j'adore les pâtes bolognaises. J'aurais été très malheureuse si je n'avais plus pu manger de pâtes bolognaises en étant végane. Donc, j'ai appris à végétaliser les pâtes bolognaises. C'est hyper simple. Et ça, du coup, je trouve que c'est vraiment ce qui permet de tenir sur la durée. C'est-à-dire, si on s'impose des choses juste parce que c'est bon pour la santé ou pour ne pas avoir de carence, alors certes, c'est bien d'un point de vue purement nutritionnel, santé, mais c'est pas ça qui va faire tenir sur la durée. Ce qui fait tenir sur la durée, c'est de se rendre compte qu'on a une alimentation qui nous fait plaisir, qui n'est pas restrictive, où on arrive à cuisiner des choses aussi qui font plaisir à nos proches, parce que le côté social, c'est une des choses les plus dures, du coup, quand on devient végétarien ou végane. Donc je pense que ça, c'est vraiment aussi hyper important, et ça fait partie de la nutrition aussi, ce côté social, et puis ce côté où, oui, l'alimentation, c'est aussi un plaisir, quoi. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer. Je réponds aussi sur la cuisson. Alors déjà, sur la cuisson, certes, il y a certaines vitamines qui sont détruites par la cuisson, par exemple la vitamine C. Maintenant, c'est pas le cas pour tout. Par exemple, si on prend les tomates et le lycopène, au final, la cuisson de la tomate, on se rend compte que ça rend certains nutriments plus biodisponibles. Donc, je pense qu'il ne faut pas du tout diaboliser la cuisson. Et après, c'est bien d'avoir quand même un apport, on va dire, équilibré entre les légumes cuits et les légumes crus, mais voilà, si quelqu'un a envie de devenir 100% crudivore, ok, tant mieux pour la personne. Maintenant, moi, je trouve que ça, par contre, ça peut être restrictif. Et puis, voilà, c'est pas, d'un point de vue santé, c'est pas non plus 100% nécessaire. Et tant qu'on intègre un certain nombre de légumes crus, il n'y a pas de souci à manger du cuit, quoi. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer d'adopter ces conseils au fur et à mesure. Je vous garantis pas que je ferai ça demain, mais je vais essayer de m'y pencher. Chacun va à son rythme. Oui, c'est ça. Je vais demander s'il y a d'autres questions et après je reviens vers toi. D'autres questions?
Ok, désolé. Vous avez parlé de la B12 comme nutriment à surveiller. J'avais noté aussi que donc il y a les oméga 3, l'iode et la vitamine D qu'on entend un peu moins souvent, mais sur lesquels aussi il faut faire assez attention. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, du coup, je vais peut-être fonctionner nutriment par nutriment, parce que du coup, c'est des choses assez différentes. Les oméga 3, déjà, c'est des acides gras essentiels. On en a besoin puisque notre corps ne sait pas les synthétiser, et ce sont des acides gras qui sont très anti-inflammatoires. Donc, c'est pour ça que c'est bon pour la santé. On dit notamment que c'est bon pour le cœur, parce que ça a cet effet, même si c'est des graisses, ça a cet effet anti-inflammatoire. Les oméga 3, c'est tout à fait possible de les trouver dans une alimentation végétale. Après, il va y avoir certaines sources qui vont être assez importantes à consommer. Je pense que ce qui est bien de rappeler aussi, c'est que je pense qu'en France, la majorité des gens ne consomment pas suffisamment d'oméga 3. Pas juste les véganes, les végétariens, mais vraiment la population générale. C'est un nutriment dont on entend beaucoup parler dans le poisson. C'est un des arguments majeurs pour la consommation de poisson. Maintenant, les oméga 3, il y en a également dans les noix, il y en a dans les graines de lin. Du coup, il y en a aussi dans l'huile de lin. Alors, l'huile de lin, par contre, j'insiste sur le fait que c'est une huile qui est... Ah, il y a quelqu'un qui est content. But L'huile de lin, c'est une huile qui est à consommer du coup à froid. De la même façon que l'huile de noix, en fait, toutes les huiles riches en oméga 3, c'est important de les consommer à froid et de ne pas les faire cuire et encore moins de les faire frire, parce que ce sont des huiles qui, elles, pour le coup, sont très sensibles à la chaleur. Et si on les fait chauffer, ça dénature les oméga 3, et là, c'est pas bon pour la santé, pour le coup. Maintenant, les noix ou les graines de lin, en l'occurrence, vu que c'est pas raffiné, il y a quand même toutes les fibres dedans, c'est beaucoup moins sensible à la chaleur, donc c'est pas un problème de les consommer dans des gâteaux, par exemple. Mais avec une poignée de noix par jour ou avec 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues, ça suffit à couvrir ses apports en oméga 3. Donc là-dessus, c'est pas un problème. Les graines de lin moulues, vous pouvez les intégrer, mettons, soit les saupoudrer sur un plat de pâtes, sur une salade, dans un yaourt. C'est tout à fait faisable. Et puis, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'il y a un aliment qui est très, très, très sous-consommé en France, ce sont les algues. C'est une super source de nutriments. Et donc, les algues, elles contiennent des oméga 3, elles contiennent de l'iode, dont tu as parlé juste avant. L'iode, c'est un nutriment qui va jouer sur la thyroïde, donc sur toutes les fonctions du métabolisme. Et donc, ça, c'est principalement via la consommation d'algues qu'on va retrouver de l'iode. L'iode, c'est un nutriment qui doit être consommé. En fait, il ne faut pas trop en consommer non plus, parce que c'est un nutriment qui doit être régulé de façon assez fine. Donc, il ne faut pas être en carence d'iode, mais il ne faut pas non plus être en surdosage d'iode. Donc, au niveau de la consommation d'algues, on va dire en consommer 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. On n'a pas non plus besoin d'en consommer absolument tous les jours, toute l'année. Tu avais posé la question sur la vitamine D également, c'est ça ? Alors, la vitamine D, ça c'est un nutriment qu'on synthétise majoritairement via le soleil, via l'exposition au soleil. Donc là-dessus, on est à peu près tous égaux sur la question. Sous nos latitudes, en été, on ne manque pas spécialement de vitamine D à partir du moment où on ne reste pas enfermé toute la journée. Maintenant, en hiver, sous nos latitudes, on a tendance à être tous et toutes carencés en vitamine D. Donc vraiment, les recommandations, c'est de se supplémenter en vitamine D pendant la période hivernale, à peu près de octobre jusqu'à mars-avril. Et ce qu'on peut dire, c'est également que la vitamine D, il ne faut pas non plus surdoser, parce que là, c'est pareil, ça peut être mauvais pour les reins de surdoser la vitamine D. Donc, si vous prenez une supplémentation en vitamine D, il faut bien respecter les dosages et pas s'amuser à prendre 10 cachets par jour, parce que là, pour le coup, ça peut être problématique aussi. Oui, je peux rajouter un petit quelque chose sur la vitamine D qui est essentielle pour fixer le calcium au niveau du corps humain. Aujourd'hui, on a énormément de personnes dans les sociétés occidentales qui sont donc en manque de vitamine D. Donc voilà, en fait, pour résumer, c'est pas uniquement une question de régime alimentaire, mais aujourd'hui, c'est vraiment de manière générale où on devrait toutes et tous faire beaucoup plus attention à ces différentes micronutriments qui sont vraiment essentiels pour la santé, et arrêter de uniquement pointer du doigt un régime végétal, parce qu'à la limite, en étant vegan, on va avoir beaucoup plus envie de faire attention. On sait qu'il y a des nutriments qu'on ne pourra pas trouver, donc on va vraiment faire attention à la globalité de ces choses-là. Et aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, où on mange énormément de produits qui sont transformés, qui sont industriels, qu'on ne consomme pas brut, qu'on ne transforme plus nous-mêmes, en fait, on n'a jamais eu des sociétés qui sont autant carencées qu'aujourd'hui. Donc voilà, ça touche vraiment tous les régimes, et c'est vraiment à
tout le monde de faire très attention et à remettre un peu plus de vigilance dans son quotidien par rapport à toute cette alimentation et ses apports en micronutriments. J'ajoute un point sur la vitamine D. Donc pour les personnes qui se supplémentent, il y a 2 types de vitamine D. Il y a la vitamine D2 et la vitamine D3. La vitamine D3 est mieux assimilée. Par contre, souvent, dans les supplémentations, elle est d'origine animale. Donc voilà, ça participe quand même de l'exploitation animale. Donc ça, il faut vraiment bien vérifier sur le paquet. Et il y en a quand même qui sont d'origine végétale, qui sont faits à base de lichen. Donc voilà, il faut vérifier sur le paquet si c'est marqué d'origine végétale ou pas. Si c'est pas précisé, c'est que c'est d'origine animale. Et sur le lichen, c'est assez intéressant parce que les populations de l'actuelle Sibérie, mais donc les peuples premiers de l'actuelle Sibérie, consommaient du lichen. Donc pas en énorme quantité, mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant pour montrer que de façon assez intuitive au final, ou avec des systèmes d'essais-erreurs sur le fil des générations, ils arrivaient très probablement à avoir de la vitamine D via cet apport. Donc voilà, je trouve que c'est une petite anecdote, mais assez parlante. Oui, c'est vraiment super intéressant. Désolée, moi je suis la gardienne de l'heure. Donc d'autres questions auxquelles je vais vous demander vraiment de répondre de manière laconique. Désolée, je passe. Merci beaucoup pour vos discussions d'aujourd'hui. C'est très intéressant, très enrichissant. J'ai une question. J'imagine que beaucoup d'entre nous ont déjà entendu parler, grâce à l'avancement des biotechnologies modernes, on a obtenu de la viande de mammouth au bout de moment. Et donc, ma question est, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pouvez revenir vers les régimes omnivores, disons comme ça, avec la viande, mais la viande d'origine purement synthétique, voilà. Pour moi, non. Je ne reviendrai pas à une consommation de produits d'origine animale, quoi qu'il arrive, même si elle est synthétique ou autre, parce que j'ai pas envie de faire machine arrière et de retrouver forcément cette sensation-là de goût de chair animale dans mon palais ou dans ma vie de tous les jours. Mais je comprends que ça puisse, titiller des personnes, que ça puisse faire réfléchir. Mais en tout cas, pour mon cas personnel, ça ne me fera pas revenir en arrière. Là, dernièrement, il y a La Vie qui a sorti un simili de jambon. Et juste le fait d'entendre autour de moi que c'était archi ressemblant avec le vrai, le jambon conventionnel, juste ça ne m'a pas du tout donné envie du coup de le goûter en fait. Donc je n'ai toujours pas goûté le jambon de La Vie parce que je veux surtout pas avoir ce goût-là dans la bouche. Donc après je peux comprendre que certaines personnes aient cette envie-là, mais là en l'occurrence moi me concernant ça ne me titille pas du tout. Moi, j'ai un petit peu la même position, c'est-à-dire que je trouve ça génial que ça se développe et j'aurais vraiment envie que la France arrête de bloquer sur le développement de la viande cellulaire parce que je pense que ça peut être une vraie solution pour les personnes qui ne veulent pas arrêter la viande et qui sont encore malheureusement en majorité dans notre société. Maintenant, moi, personnellement, je pense que le jour où ça arrivera sur le marché, où ce sera accessible, je goûterai juste histoire de dire que j'ai goûté. Mais maintenant, consommer ça vraiment de façon régulière, non, ça me dit pas du tout simplement parce que en fait, ça fait tellement longtemps que je suis végane maintenant, ça ne me manque plus. Là-dessus, je pense que, faut vraiment se dire aussi que nos papiers gustatifs changent au cours du temps. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, quand on me pose souvent la question, oui, mais ça te manque pas, non, en fait, au bout de 9 ans où tu n'as plus mangé aucun produit d'origine animale, non, en fait, même l'odeur dans les supermarchés me dégoûte, même l'odeur du fromage ou de tout ça, je trouve que ça sent vraiment hyper fort, donc non, ça me tenterait pas plus que ça à titre personnel, mais pour les autres, je trouve ça très bien que ça arrive. Merci encore. Et toute dernière question à Kim avant qu'il se fâche contre moi. Oh, vous inquiétez pas, j'aurais pas été en colère. Du coup, comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais speedrunner les questions, tel un speedrunner. Du coup, j'aurai 3 questions, effectivement. La première, c'est comment, en fait, devenir vegan, ou si jamais on a été justement habitué à manger de la viande, des œufs, du poisson, du lait et autres, comment devenir vegan sans que l'on se crée des carences en faisant... parce que le problème, c'est que les gens ont tendance à faire des recherches sur Internet et autres, et pourront tomber sur des régimes qui ne seraient pas forcément adaptés à eux.
Du coup, la question, ce serait comment justement faire la transition pour devenir vegan sans que ça nous cause de problèmes de santé. Deuxième question que j'aimerais poser, c'est si jamais la personne effectue, entre guillemets, une transition vers le véganisme, mais qu'elle n'y arrive pas parce que ça lui génère des problèmes de santé pour X ou Y raison, que ce soit des carences ou autres, comment faire pour que cette personne derrière ne culpabilise pas justement de ne pas avoir réussi à tenir ses objectifs? Parce que du coup, bah, forcément que psychologiquement, ça pourra aussi avoir un impact, on va pas se mentir. Et troisième question, et là pour le coup, ce sera typiquement une question sport, c'est pour les personnes qui veulent se lancer dans le sport, mais qui savent pas trop comment se lancer ou vers qui se diriger, quels seraient les conseils ou les solutions que vous recommanderez aux gens pour se lancer dans le sport quand ils savent pas quoi faire? Voilà, merci beaucoup. Et on a 1 minute par réponse. Je commence à répondre. Alors déjà pour les carences, je pense que là-dessus il faut se détendre aussi dans le sens où une carence ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc je pense que la personne a largement le temps de à la fois de se renseigner. Alors certes, elle peut prendre des infos sur Internet, sur les groupes Facebook, etc. Tout ce qui est dit sur Internet n'est pas que de la merde. Voilà, il y a des choses, il y a du n'importe quoi, mais c'est aussi bien d'avoir des conseils des pairs parce que voilà, ça peut aider aussi. Et puis après, au fil du temps, si la personne manque encore de réponses ou estime que les réponses ne sont peut-être pas 100% fiables, là, on peut aller consulter aussi quelqu'un. Maintenant, je pense que là, c'est important de s'assurer que la personne, que ce soit médecin, diététicienne, voilà, tout professionnel de santé qu'on va consulter pour la végétalisation soit bien formé aux alimentations végétales. Parce que pour l'instant, c'est encore extrêmement rare, malheureusement. Donc, si vous allez voir la diététicienne A ou le médecin X, le premier médecin qui vient, c'est extrêmement possible que vous tombiez sur quelqu'un qui va vous faire extrêmement peur, qui va vous dire que non, c'est pas possible, vous allez avoir plein de carences, ou alors si les personnes ont des pathologies particulières qui vont se servir de ça pour leur dire non, c'est pas possible d'être végane en ayant telle ou telle pathologie ou en étant enceinte ou je ne sais pas quelle situation de vie, et sans même avoir cherché au final des solutions pour adapter l'alimentation à la personne. Donc je pense que le secret, il est vraiment là. S'il y a besoin d'adaptation particulière, c'est ça, c'est aller consulter une personne qui soit formée et qui va vous trouver des solutions personnalisées pour passer à une alimentation végétale sans créer de carences ou aggraver de problèmes de santé particuliers. Pour les personnes du coup qui n'auraient pas réussi à devenir végane, en fait, je pense que pour la majorité, le problème c'est ça, c'est du coup de ne pas avoir eu forcément les bons interlocuteurs qui ont vraiment cherché avec eux des solutions, et du coup d'avoir écouté des gens qui leur disent, par exemple, s'ils sont en anémie, ils leur disent il faut absolument manger de la viande rouge, et tant que vous ne mangez pas de viande rouge, vous aurez forcément de l'anémie. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, forcément, si la personne, si le professionnel de santé a déjà ça en tête, le patient ou la patiente en face va forcément retenir ça et du coup va se remettre à manger de la viande rouge parce qu'on lui a dit qu'il fallait ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je crois, et je te laisse compléter. Pour répondre à ta question numéro 1 et ta question numéro 3, c'est simple, ça va être d'être accompagné en fait. Voilà, d'être accompagné par des personnes qui sont formées, qui sont compétentes là-dedans. C'est le meilleur moyen en fait, d'être sûr que ça réussisse. Et pour moi, ça ne peut pas, ne pas être viable. À la limite, quand on a une personne qui transite vers une alimentation conventionnelle, vers une alimentation végétale, elle va plus avoir des soucis au niveau de la digestion, qui peut être un peu plus lourde, ou gonflée ou autre, être un peu plus gênée à une digestion, mais en général, c'est pas par rapport à des carences, comme le disait Astrid. Et en plus de ça, surtout que ça n'arrive pas en un claquement de doigts, en fait, les carences. Donc, si elle a été bien accompagnée, il n'y aura aucun souci. Il y aura peut-être des choses sur lesquelles faire des ajustements par rapport à la digestion, mais aussi laisser le temps à son corps de s'habituer à cette nouvelle alimentation, à cette plus grande dose de produits céréaliers, légumineuses de produits céréaliers. Et pour la troisième, pour le sport, c'est pareil, être accompagné d'une personne qui est compétente, qui est qualifiée et qui sera à l'écoute de tes attentes pour te proposer une activité ou des exercices ou des séances qui correspondent à ce dont tu as envie. Merci beaucoup. Je pense qu'on a 1 minute, donc on n'a pas de temps. Bien sûr. Désolée de répéter ça tout le temps, qu'on n'a pas de temps. Et là, je perds temps encore en disant ça. Ok. Merci encore beaucoup Astrid et Corentin. Merci à tout le public pour votre participation, pour votre présence.
Grand merci à Oba aussi, encore une fois. Et comme je n'ai pas oublié qu'il avait une dernière question d'Adrien, et je suis sûre encore une centaine pas de personnes, mais de questions des différentes personnes présentes. N'hésitez pas, on peut prendre un verre ici ensemble ou autour d'un plat pour pouvoir continuer à en discuter. Selim, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Merci à toutes et tous d'être venus. C'est avec un grand plaisir qu'on a organisé cette table ronde autour du sport et de la nutrition et surtout de la cause animale. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, le campus animaliste, nous recrutons des personnes entre l'âge de 15 et 30 ans. Si vous voulez vous engager dans la cause animale et aller un petit peu plus loin et venir nous rejoindre et s'engager aussi politiquement, ce serait avec grand plaisir. N'hésitez pas à scanner le QR code qui est juste là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et merci à vous.